Je reçois énormément de messages qui me posent la question, Anis, est-ce que je dois aller faire ruqya ou est-ce que je dois aller faire la psychologie? Tu sais, pour moi, la première religion, le terme religion, ça vient du latin religare, relier les gens. Je dis souvent que la première religion aujourd'hui qui est active, c'est le football. À savoir, tu as des personnes qui vont te dire, moi je suis malade. Je dis, mais pourquoi tu vas pas te soigner? Pourquoi tu vas pas voir un psychologue, etc. Il va te dire, non, parce que c'est Rabbi les bras. J'ai un patient qui arrive qui me dit, j'ai mal au dos, j'en peux plus, je suis pas bien. Oui, attendez, vous en parlerez avec votre ostéopathe. Non, je lui dis, attendez 2 secondes, montrez-moi vos pieds. La question est encore plus difficile. Ça serait quoi, genre le patient le plus facile que tu aies eu? Est-ce que tu pourrais trouver ça? On va commencer, mais moi je fais pas d'introduction. Tu sais, généralement c'est chiant les introductions du style bonjour tout le monde, machin, mais nous on va y aller vraiment franco. Par contre sur la langue, si tu veux parler déjà, peut-être pour toi c'est intéressant. D'accord. Tu vois, un petit peu de temps en temps, tu vois, des petits mots de temps en temps, parce que ton public, bah, je pense quand même qu'il y a beaucoup de Marocains. Absolument. Donc moi je peux parler français. Bon, de toute façon, maintenant je suis à l'Arabie quand même, parce que sinon... En fait, le problème تاعي c'est qu'il y a dans l'Arabie. الناس يقولوا لي أنيس ما نفهموش العربية. Qu'il y a dans le français, il me dit Anis, on comprend pas le français. Et du coup, je dis oui, mais en moins, quand je parle français, généralement les Marocains, ils comprennent un peu quand même. Absolument. Mais quand tu parles arabe, les Français ils comprennent rien du tout. Absolument. Tu vois? Alors, c'est important. tu vois, j'ai décidé dans la vidéo que j'avais fait, c'était Derija, sous-titré français. Et c'est vrai, Ouais. la 2e saison, ce que j'ai prévu, c'est plutôt pour être dans ma zone de confort, un radar français, et je vais faire les sous-titres en Derija. Et tu te sens comment du coup du fait de te dire maintenant genre on se sent plus à l'aise quand on parle français qui n'est pas notre langue de base Tout à fait. plutôt que l'arabe. C'est extraordinaire. Hein. C'est C'est bizarre. Hein. extraordinaire, c'est un vrai paradoxe. Mais Ouais, en c'est même clair. temps, j'ai eu énormément de témoignages de gens qui m'ont dit que le Derija Diali, elle était très intéressante. Et effectivement, qui m'ont fait des compliments. Ils ont pris conscience de l'effort, en fait, que Ouais. ça avait. Ok. Et donc, en voyant que moi, je faisais cet effort pour me rendre accessible. Ouais. Puis, il y a eu un bénéfice secondaire que j'ai réalisé plus tard. C'est que, en fait, j'ai appris beaucoup de mots de Derija sur la question de la psychologie et des soins, effectivement, à apporter que je connaissais pas. Ouais. Moi, je ressens un truc, par exemple, tu vois, quand je parle français, j'ai l'impression que je rentre tout de suite dans la posture du soignant ou du rôle que je peux avoir. Et quand je sors, en fait, je suis quelqu'un d'autre. Et donc, tu sais, je le prends, tu sais, c'est devenu presque une espèce d'apprentissage très implicite, hein. Bien sûr. Mais je me rends compte de ça. Je sais pas si toi, dans le travail, tu as cette espèce de switch, tu sais, qui se fait de tout à façon fait. automatique. Mais pour le coup, le problème, c'est que je suis encore, malgré effectivement les efforts que je fais encore de la traduction d'El Darija. C'est-à-dire que je pense en français. Je rêve encore de temps en temps d'El Darija. La vérité, c'est que dans la majorité effectivement de mes échanges, je suis encore dans un processus de traduction, donc qui est un tout petit peu énergivore. Ouais. Puis même nous, on est formés aussi en Occident, ce qui fait que même, tu sais, les termes techniques. Absolument. Les termes techniques, moi, quand je dois expliquer la psychologie ou la psychiatrie ou la médecine en français, enfin en arabe, c'est compliqué. Hein. C'est De vraiment toute compliqué. manière, la vérité, c'est que beaucoup de termes en Darija n'existent pas en fait. Donc on les prend du français. Oui, c'est C'est vrai. pas comme si tu les traduisais Belfasra. C'est vrai. Ouais, c'est Belfasra, vrai. il y aura des C'est autre traductions chose, hein. Ouais, pour c'est la vrai. schizophrénie, les Exactement, hallucinations. ouais. Buldarija Makinash. Ouais, c'est vrai. Makinach. Donc tu vas l'utiliser de toute manière avec des hallucinations. Quand j'ai appris, par exemple, je disais aux gens Kadiro le Kailoula, ce qui veut dire est-ce que vous faites la sieste? Ok. Les gens regardaient en me disant c'est quoi Kailoula? Parce que Belfasra. Ouais, Moi, exact. Kailoula, la sieste Buldarija. Tu vois, c'est important ça. Mais tu vois, ça me renvoie à un truc qui est très très important. C'est par exemple, moi je parle beaucoup à mes thérapeutes en leur disant vulgariser ce que vous dites. C'est l'explication. Et des fois, le fait d'expliquer, c'est aussi de changer de langue. Des fois, tu sais, quand on fait des simulations, des jeux de rôle en thérapie ou en formation, je leur dis, OK, là, vous avez un patient face à vous, à qui vous devez expliquer c'est quoi ça, c'est quoi la TCC, c'est quoi l'hypnose, c'est quoi cette méthodologie. Allez-y, expliquez-lui. Et du coup, on fait cette espèce de faites-le en français d'abord, et après on essaie en arabe. Et des fois, ils disent, mais en fait, Annie, je sais pas faire en arabe. Tu sais, parce qu'on est éduqué à apprendre en français. Je dis, ben, vous devez apprendre à faire ça. Tout à fait. Parce que l'explication, le fait de simplifier les choses, c'est l'une des choses qui va faire qu'en fait, toute la thérapie va fonctionner. Parce que votre patient, il a compris. Absolument. Mais parce que la psychiatrie, la psychologie, ils sont enseignés en français. Ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, c'est à toi toujours, dès que tu rentres dans une approche clinique, de commencer à faire ce processus de traduction. La vérité, c'est que maintenant, presque, ça fait quand même, ça fera bientôt 1 année, et je commence à ne plus avoir besoin de traduire certains éléments. Et c'est vrai, à ce moment-là, ça permet quand même si le patient parle très bien français, c'est le mettre dans une zone de confort au moins au début de l'échange. Parce qu'il peut me le dire en français, mais c'est à lui de traduire. Je comprends, ouais, je comprends. Après, est-ce que tu te retrouves, toi, des fois, par exemple, vraiment avec des patients qui n'ont vraiment rien du tout en français, aucune base en France? Ouais. Et du coup, est-ce que ça arrive, t'arrives quand même à gérer? Tout Ça à serait fait. quoi le conseil, par exemple? Je sais pas, moi, je vois plein de psychologues, justement, qui me disent, ouais, mais Anis, moi, j'ai des patients arabophones totaux. Vraiment, rien du tout de français. Comment je fais avec ce thérapeute-là, avec ce patient, pardon, pour qu'il me comprenne facilement? En Ce fait, serait quoi l'idée, en fait? je pense que si tu veux, souvent, de toute manière, dès qu'on maîtrise trop la langue, on va trop loin. Et que finalement, c'est un très bon exercice.
puisque comme je dois simplifier mon discours, et ben en fait, j'arrive à fixer des éléments beaucoup plus simples. La limite de la langue, elle rend parfois même plus efficace. C'est-à-dire que je suis moins torturé dans des chemins, des espèces de idées ou d'explications. Je fais simple. Ouais, je Et comprends. en faisant simple, ben en fait, finalement, ça marche parfois beaucoup mieux qu'en ayant fait compliqué Ouais. au départ. Et Donc, c'est pourtant- pas un facteur limitant. Non, mais je comprends. Et puis même, tu sais, des fois, il y a l'amalgame aussi qu'on peut faire où on se dit que le médecin, le psychologue, le thérapeute qui parle technique, c'est le bon. Tout à fait. Tu sais, on a l'impression que Absolument. la personne qui te balance plein de termes techniques, en fait, elle est très douée, elle est très intelligente. Alors qu'aujourd'hui, la compétence numéro 1, pour moi, de n'importe quel thérapeute, c'est la vulgarisation, c'est la pédagogie. C'est pour ça que je dis généralement, les bons thérapeutes, je sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais c'est des bons enseignants. Oui. Tu vois, parce qu'ils Tout à fait. savent enseigner à leurs Absolument. étudiants, à leurs patients, de la même façon, notamment Complètement. par la psychoéducation. Donc ça, c'est effectivement un truc ultra important. Et d'ailleurs, l'une des problématiques et l'une des choses que je mets en place en formation, par exemple, je leur dis souvent, quand vous devez expliquer quelque chose à n'importe quel patient, peu importe ce que c'est, partez du principe que vous devez d'abord l'expliquer à un enfant. Bien sûr. Et cette démarche-là, tu sais, de réduire un Bien peu sûr. pour simplifier, si vous êtes capable de l'expliquer à un enfant, ben en fait, vous pouvez l'expliquer à n'importe qui. Tout à fait. Tu vois. Et ça, c'est indispensable. Puis je pense qu'en fait, c'est comme une construction, c'est-à-dire c'est par différentes couches. Autant commencer simple pour finir par quelque chose de plus compliqué Exactement. en fonction de la demande, du besoin et de la capacité du patient, plutôt que de commencer par du compliqué pour ensuite, effectivement, même créer un certain complexe quand le patient il ose te le dire. Ouais, c'est clair. Mais après, ouais, Je peux le dire. mais les très bons thérapeutes peuvent aussi voir le non-verbal. Tu vois, Bien généralement, sûr. quand Bien le patient, et ça arrive souvent, le thérapeute, je vais t'expliquer quelque chose, bah, on va dire aujourd'hui, on va faire ça, on va restructurer un peu tes pensées automatiques et tout et tout. Est-ce que pour toi, c'est tout à fait clair? Tu vas me dire, oui, c'est assez clair. Toi, tu dis oui, mais ton corps, il dit, mais non, j'ai rien compris du tout. Donc, effectivement, le très bon thérapeute, bah, c'est celui qui est capable de dépasser. Absolument. Aussi, tu vois. Donc ça, je pense que c'est avec l'expérience, déjà, bien Ouais. évidemment, que ça vient au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il y a une question qui revient très souvent par rapport à la compréhension. Tu sais, notamment la compréhension de la posture et du positionnement du thérapeute. On parle de psychologue, on parle d'un psychiatre. Très souvent, les gens connaissent cette question, hein, c'est quoi la différence entre le psychiatre et le psychologue? Et moi, on va dire, j'aimerais savoir simplement, tu vois, toi aujourd'hui qui es pratique depuis très longtemps, finalement, comment est-ce que tu pourrais présenter le métier de psychiatre, entre guillemets, donc le libéral, hein, parce que c'est vrai que tu me confirmeras aussi, mais le psychiatre en libéral et le psychiatre en public, c'est peut-être pas forcément les mêmes positionnements qui vont avoir les deux. Et toi, aujourd'hui, concrètement, moi, j'ai un problème, X ou Y. Tu vois, je me sens pas bien dans ma peau, j'ai un manque de confiance en moi. Est-ce que c'est adapté que j'aille te voir toi, finalement, ou est-ce qu'il faut plutôt que j'aille voir à côté quelque chose de plus léger, genre le psychologue ou le coach ou des choses comme ça? Déjà, dans tous les cas, si tu es dans cette posture de te poser la question, je te féliciterai. Et après, effectivement, pour être capable, comme ça, de décider est-ce que je vais voir un psychiatre ou un psychologue, c'est pas forcément juste par rapport à la symptomatologie, mais il y a deux éléments, l'intensité et l'urgence. Si effectivement tu as une intensité et une urgence, c'est-à-dire que tu dors plus, tu manges plus, parce qu'effectivement tu as ces inquiétudes, cette anxiété, je dirais commence par voir le psychiatre. Ok. Pour que rapidement, il puisse effectivement faire une évaluation et aussi éliminer certains diagnostics différentiels, comme par exemple une hyperthyroïdie, Ok. comme par exemple d'autres pathologies qui peuvent être présentes. Donc ça peut me paraître intéressant. Si on est dans une intensité modérée, avec effectivement pas une sensation d'urgence, je trouve qu'à ce moment-là, il est préférable de commencer par le psychologue. Parce que la plupart du temps, malheureusement, c'est pas mon cas. Moi, j'ai un doctorat en psychiatrie et en psychologie, mais la majorité du temps, mes confrères psychiatres n'ont pas la capacité à faire une anamnèse intéressante sur le plan psychologique. Ok. Et à ce moment-là, qu'elle a été faite d'abord par le psychologue, permet au patient même de la rapporter au psychiatre. Donc, tu vois, c'est plutôt cette notion de intensité et Intéressant, urgence qui doit faire que je choisis. Et puis dans tout ce que tu as dit, je vois quand même pas mal d'éléments somatiques potentiellement, effectivement, où le psychologue n'est pas en capacité de faire ça, c'est pas du tout notre rôle, Tout à fait. effectivement, d'exclure potentiellement les symptômes physiques, donc toute la partie biologique, physiologique, médicale, effectivement, c'est pas de notre ressort. Donc ça, effectivement, c'est là où je trouve la collaboration plus qu'indispensable entre les deux. C'est pour ça que dans ce que tu as dit, donc tu as parlé d'intensité, tu as parlé effectivement d'éléments d'urgence. Ça, je pense que c'est ultra intéressant de distinguer les deux, parce qu'aujourd'hui, je pense, dans l'inconscient collectif des gens, aller voir un psychiatre, c'est vraiment quand tu es atteint d'une pathologie grave psychologique. Et non pas quand tu as une pathologie potentiellement pas forcément grave, mais avec des symptômes qui peuvent être urgents. Donc je pense que l'amalgame, il peut se faire facilement aussi. Absolument, tu as raison. Mais de l'autre côté, je pense que tu confirmeras, débuter une thérapie, commencer effectivement à travailler sur nos propres pensées peut aussi augmenter l'anxiété. Et donc, le fait de pouvoir avoir diminué l'anxiété si elle était à un niveau très intense donne cet espace de travail. C'est comme essayer de réaménager une pièce qui est pleine.
C'est clair. Il faut d'abord un peu la vider C'est ça. pour pouvoir la réaménager. Nettoyer, ouais, c'est clair. Et du coup, ça, tu vois, ça renvoie aussi à une chose que je revois très souvent. Et au départ, en fait, ça a été un peu contradictoire chez moi et même dans mes messages. Par exemple, au début, j'étais dans le côté aller vers le naturel, aller vers les soins naturels parce que justement, aujourd'hui, on sait que notre corps est capable de produire toute la chimie nécessaire pour aller bien. Mais je n'ai jamais, entre guillemets, exclu le médical. Parce que exclure le médical, c'est aller à contresens de la science. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, clairement, tu sais, il y a beaucoup de patients qui pensent que le médicament n'est pas bon. Tu vois, l'antidépresseur, c'est pas bon, c'est dangereux. L'anxiolytique, c'est pas bon, c'est mauvais. Ça peut générer plein de choses et tout. Clairement, ça serait quoi le message un peu rassurant qu'on pourrait donner à ces gens-là pour leur expliquer que finalement, ben en fait, c'est bon de prendre des médicaments parce que vous savez, c'est des choses qui sont testées scientifiquement, qui sont validées. Et en plus de ça, on a des posologies, on a des indications, on a des recommandations pour que finalement, quand le psychiatre vous donne un médicament, très clairement, oubliez cette idée que ça peut être dangereux. Bien évidemment, je pense qu'il y a des limites aussi sur les bons psychiatres. Parce qu'il y en a encore des mauvais, mais bien évidemment, il y a aussi des bons. Et du coup, ça serait quoi en fait le message pour rassurer finalement sur ces médicaments-là? J'en aurais deux. Okay. Le premier, c'est qu'en fait, 90% de la pharmacopée, elle vient de plantes. Donc, la majorité des médicaments qu'on a aujourd'hui n'ont pas été créés. Ils ont simplement été dérivés de solutions naturelles et simplement, justement, ils ont été ajustés. On a pris un principe actif qui a été extrait d'éléments naturels. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, effectivement, pour être rassuré, c'est que la prise d'un médicament, effectivement, n'est pas un acte anodin. Et que si on suit l'observance, c'est-à-dire la posologie, le rythme, et bien sûr aussi un suivi avec une réévaluation de ce traitement. Moi, je suis fasciné par le principe de déprescription. Je pense qu'il faut prescrire sincèrement les médicaments. Dans certaines situations, il faut les prescrire. Mais je pense que souvent, on oublie de les déprescrire. On allume la lumière et on l'éteint pas. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et du coup, d'ailleurs, même les gens, tu sais, qui démarrent un traitement, on est toujours soumis, tu sais, placebo, nocebo. Placebo, bien évidemment, on s'attend à ce que ça fasse quelque chose de bien alors qu'il n'y a rien dans la molécule et ça fait du bien. L'effet nocebo, on me parle des effets secondaires, effectivement, je finis par les produire alors que potentiellement, j'aurais même pas besoin de forcément les ressentir. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'on a une potentielle médiatisation qui n'existait pas avant. Et donc, je pense que toi, tu le rencontres souvent. Quand ils viennent te voir, bonjour docteur, ça va pas, etc. Tu leur parles d'un médicament et eux, le premier réflexe qu'ils peuvent avoir, c'est Google. Google, oh, bah, attendez, on me dit que dans ce médicament, je peux avoir des migraines, je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça. Du coup, en fait, comment est-ce qu'on pourrait aider les gens, justement, à pas forcément trop être impactés par cette dimension un peu nocebo? Je pense que c'est la qualité du lien établi avec le prescripteur. C'est-à-dire que vous avez t'as une différence entre une recherche où tu vas créer effectivement énormément de bruit et on va avoir des effets qui sont rapportés à 1 pour 1000, on va avoir des effets qui sont associés à des associations de médicaments, alors qu'effectivement, il y a un moment, la prescription, si elle est faite dans une relation de confiance, je pense qu'à un moment, il faut lâcher. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir mon garagiste et qu'il me dit il faut que tu changes les bougies, je ne vais pas vérifier sur Google. J'ai confiance en mon garagiste. Ouais, c'est ça. Donc, tout part de la confiance. Ça, c'est clair et net. Il y a aussi peut-être aussi l'espèce de balance bénéfice-risque. Je pense, toi, en tant que prescripteur, tu dois la peser, j'imagine aussi. Et je l'explique. Ouais, voilà. C'est-à-dire que aussi, malheureusement, et je le regrette, c'est que la majorité des prescriptions ne sont pas associées à l'explication. Et c'est comme s'il y avait un savoir gardé ancestral. Ce n'est pas le cas. Et que d'expliquer la prescription, la raison, le mécanisme de fonctionnement va diminuer justement tous ces effets secondaires et l'inquiétude. Et pour le coup, c'est à ce moment-là la relation de confiance qui se crée puisque les effets sont éventuellement attendus et les effets aussi bien négatifs que éventuellement positifs vont être expliqués et à ce moment-là, on renforce l'observance du patient. Ouais, carrément, carrément. Et si par exemple, tu devais donner 2 raisons principales pour lesquelles les médecins aujourd'hui, en fait, n'expliquent pas les choses. Si on devait vraiment essayer de les résumer un peu en 2 points, alors bien sûr, il y a énormément de facteurs, mais si on devait les donner de 2 points de vraiment simples pour que tout le monde puisse vraiment avoir une image, ça serait quoi pour toi, par exemple, ces 2 points-là? Le manque de temps, associé à des fois une valorisation qui n'est pas suffisante pour les soins de santé, et les communication skills pour lesquels ils ne sont pas formés. Totalement, ouais, totalement, effectivement. Et puis même, je pense que dans le parcours, de toute façon, je l'ai vu, hein, j'ai enseigné en médecine, et effectivement, je voyais qu'on leur apprenait des fois des mots barbares, effectivement, qui sont extrêmement compliqués à encoder, mais pour autant, on ne leur explique pas et on ne leur apprend pas des éléments qui sont extrêmement simples et fondamentaux, notamment dans la relation soignant-soigné, quand même assez indispensable, notamment pour établir voilà, l'alliance thérapeutique, etc. Donc ça, c'est clair et net. Autre question aussi que j'avais, qui était assez récurrente, tu vois, qui revient assez souvent, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on va voir un psychiatre,
À quel moment est-ce que le psychiatre, normalement, dans sa démarche à lui, effectivement, doit être dans cet esprit collaboratif avec les autres soignants? Parce que tu sais, on est un peu dans une société aujourd'hui où malheureusement, chacun pour soi. Tu vois, c'est-à-dire que soit je vais voir le psychologue, soit je vais voir le psychiatre. Mais dans ma conception des choses à moi, je ne savais même pas que en fait les deux bossent ensemble. Parce que les thérapeutes sont fautifs aussi des fois. C'est-à-dire qu'ils nous montrent ce côté où non, attendez, évitez le psychiatre, vous savez, lui, il ne sait faire que prescrire. Lui, il sait faire que le médicament. Et l'inversement, veut dire le psychologue, évitez le psychologue, il va faire que parler. Donc en fait, moi, vous savez, je vous donne un médicament qui va jouer, qui va réellement changer votre chimie, alors que le psychologue, lui, il ne va faire que parler. Alors que moi, j'essaie vraiment de me positionner en leur disant, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point la concurrence que vous mettez entre vous, en fait, elle est juste en train de desservir le patient. Tout à fait. Donc ça, c'est super important. Donc toi, par exemple, dans ta démarche un peu quotidienne, à quel moment est-ce que justement tu intègres cette dimension un peu de moi, je vous envoie vers le psychologue? Comment tu travailles un peu la collaboration justement? En fait, je pense que c'est par rapport aux objectifs thérapeutiques du début. Dès le début, effectivement, il y a un cadre qui est fixé avec qu'est-ce qu'on va travailler nous ensemble. Il faut connaître en fait ses atouts et ses limites. Et ne pas connaître ses limites, ça favorise l'échec. Et donc, de toute manière, le patient, quand je vais dépasser ma limite, il va le tolérer pendant un jour ou deux, une ou deux séances, et puis il finira par partir. Donc, ne pas l'envoyer, c'est de toute manière le perdre. C'est ça. Ouais, mais ça, c'est, tu sais, les gens le pensent inverse. Hein. Après, je pense que, tu sais, l'une des raisons, je demande souvent d'ailleurs, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un manque de réorientation? Et alors là, j'ai toutes les hypothèses. Parce qu'on n'est pas compétent, parce qu'on connaît pas, parce qu'on n'a pas ça, parce qu'on n'a pas ça, parce qu'on n'a pas ça. Et en fait, il y a une raison très simple que tout le monde oublie à chaque fois, c'est l'argent. Parce que moi, j'ai un patient qui vient me voir, une jeune fille qui vient me voir pour une pathologie que je ne connais même pas. Tu vois, elle vient de me parler de TCA. Alors, je sais pas du tout ce que c'est que des TCA. Elle me parle d'hyperphagie. C'est la première fois de ma vie que j'entends ce mot-là. Je me dis, ouais, pas de souci, je vais prendre en charge parce que je sais que derrière, elle va me payer. Et des fois, j'ai vu des thérapeutes qui se mettent dans une position dangereuse vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis du patient, juste parce qu'effectivement, il y a le côté argent. Ça veut dire qu'il y a le côté où, en fait, je me dis, ouais, mais je perds un patient. Si je l'envoie au psychiatre, au généraliste, ou à l'autre psychologue, en fait, je perds un patient. Alors que, si elles réfléchissent d'une autre façon, elles se diraient, en fait, non, je l'oriente vers le psychiatre pour faire ça, et peut-être que lui va m'envoyer quelqu'un d'autre, ou veut même là. Et donc, c'est pas une perte, tu vois. Et comme tu soulignes ce point-là, il y a quelque chose aussi d'important quand même à distinguer, c'est que, en tout cas encore au Maroc, même si en France ça commence à changer, mais on n'y est pas non plus du tout, c'est la question du remboursement. Effectivement, puisque quand tu vas voir un psychiatre, tu es remboursé. Donc des fois, je préfère aller voir un psychiatre où je vais payer une consultation qui va m'être remboursée à 70%, mais qui va être de 15 minutes et de mauvaise qualité, plutôt que d'aller voir un psychologue qui va pas être remboursé, mais qui pourrait effectivement m'aider réellement. Et ce phénomène de concurrence, il est dommage, parce que le psychiatre doit aussi expliquer sa propre limite et expliquer qu'il va venir me voir 10 fois et que les 30% restants sur lesquels il n'est pas remboursé correspondent aux 3 fois où il aurait vu le psychologue. C'est ça. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est un angle de vue. Ouais, mais du coup, est-ce qu'au Maroc, par exemple, aujourd'hui, c'est remboursé pareil le psychiatre? Du coup, c'est comment exactement? Effectivement, dans les situations habituelles. Après, ça dépend des honoraires du psychiatre. Puisqu'il y a ces 70% du tarif imposé par la Sécu, comme ailleurs. Et si jamais tu as un système de prévoyance mutuelle, tu peux avoir un complément qui font qu'on peut avoir des taux de remboursement tout à fait satisfaisants. Donc c'est quasiment pareil qu'en France, en fait. Tout à fait. Ça ressemble énormément. C'est le même système. C'est le même système. Mais à la différence de la France, comme l'AMO est juste un processus qui vient d'être mis en place au Maroc de façon récente, peu de gens ont déjà le réflexe d'avoir une mutuelle. Déjà, on a la sécurité sociale, la CNOPS ou des éléments de ce type-là. Donc, c'est déjà une avancée. Et on n'a pas encore, je dirais que c'est 10% de mes patients qui ont un système de mutuelle. Donc déjà, qui sont souvent associés à l'activité professionnelle. Ah oui, c'est vrai que c'est comme en France, exactement. Donc, c'est aujourd'hui, finalement, ça serait quoi alors si on enlève l'objection argent? Si on enlève potentiellement l'objection, je ne sais pas c'est quoi le rôle du psychiatre, finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche un patient d'aller voir un psychiatre? Est-ce que c'est quoi les éléments qui peuvent l'empêcher? Je pense une forme d'ignorance, mais une ignorance qui n'est pas individuelle. Parce que le patient, une fois qu'il a senti la souffrance, son ignorance, il la dépasse. C'est plutôt l'ignorance de la société. J'ai des patients, par exemple, qui me demandent s'ils peuvent venir à 7h le matin. Je leur dis pourquoi? Pour croiser personne. Le tabou. Le fameux tabou. Il faudrait que tu changes ton appellation alors. Tout à fait. Il faudrait que tu dises que tu es... je sais même pas ce que tu pourrais dire pour que ça passe. Non, mais effectivement, je pourrais dire que j'ai ouvert un restaurant et que les gens viennent et que pendant que je leur sers à manger, on fait la consultation. Mais je pense qu'en même temps, en faisant ça, on va entretenir. Bien sûr, alors évidemment. que petit à petit, moi, ce que je réalise, c'est qu'en accompagnant, en éduquant ces patients qui me demandent de venir à 7h le matin, finalement, ils se rendent compte qu'eux-mêmes sont capables, une fois que je leur ai donné les mots, d'expliquer à leurs proches. Donc, je ne pense pas que ce soit un vrai frein. Du moment que nous-mêmes, et ce qui est un des problèmes, c'est qu'encore, chez beaucoup de soignants de la santé mentale, ils ont eux-mêmes encore le tabou et ils n'ont pas la capacité à expliquer.
aux gens. vrai. Pourquoi ce tabou n'est pas fondé? C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et ça va dans tous les sens du terme, hein. Que ce soit dans leur posture à eux, dans leur métier à eux, dans leurs produits qu'ils proposent aussi. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de marketing autour du produit. On parle beaucoup des thérapeutes aujourd'hui qui sont en difficulté parce qu'ils sont très compétents, mais personne ne les voit. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas se présenter correctement. Le marketing, c'est pas forcément vendre un produit pour arnaquer les gens. Le marketing, c'est savoir simplement mettre des belles couleurs pour que les gens comprennent réellement ce que tu fais. Ni plus ni moins. Les gens qui sont très bons à ça sont capables de te vendre quelque chose qui n'est pas forcément de qualité. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller dans ce sens-là, parce que l'éthique veut que nous, on reste, entre guillemets, propre dans notre basket, mais tu as beaucoup de thérapeutes aujourd'hui, tu sais, même quand on veut réorienter les gens. Moi, j'ai des patients, quand je veux les réorienter, au début, hein, je voyais sur le profil Instagram de la personne, par exemple, je vois, je sais pas moi, psychiatre spécialisé en EFT, EMDR, hypnose, TCC, machin, bidule, tu sais, t'as toutes les listes de tout ce qui existe. Et au final, je me dis, oui, mais son champ d'expertise, je ne sais pas ce que c'est en fait. Je ne sais pas ce qui fait cette personne. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui font ça. Ça veut dire qu'ils ont du mal à bien brander, à bien marketer leurs produits, parce que finalement, ils se perdent dans l'idée de la vraie compétence. Tu sais, ils s'éloignent un peu de la médecine, en fait, tout simplement. Et donc ça, par exemple, aujourd'hui, tu as en face de toi un jeune psychiatre qui vient juste d'arriver, tu vois, dans le milieu de la psychiatrie. Et j'en vois énormément, malheureusement, qui se retrouvent à 2-3 patients. Je te jure qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais en Algérie, j'avais l'une de mes psychiatres, du coup, qui a, je sais pas, peut-être 5 ans de pratique, tu vois. Elle me dit, Annie, je suis en souffrance et je me pose la question, est-ce que ça serait pas mieux que je revienne en France, que j'aille faire un stage en France, même en tant qu'assistant psychiatre, c'est même pas genre en tant que titulaire, juste pour dire que j'ai un peu plus d'expertise parce qu'aujourd'hui, je ne dépasse pas 2 patients par jour. Vraiment, quand ça va bien. Hein. Elle m'a dit, ça m'arrive de faire 2-3 jours, j'ai personne. Hein. Pourtant, elle a été formée en France, elle a tout le bagage, mais par contre, je dis, ok, mais qu'est-ce que tu fais pour que les gens te voient? C'est quoi que tu mets en place? Elle m'a dit, j'ai fait une publication Facebook dans laquelle je montre mon adresse. Je dis, en fait, non, aujourd'hui, il faut que tu aies cette démarche de montrer qui tu es. Pas forcément ton visage, mais dans l'effort de sensibilisation. Tu vois? Mais c'est une vraie question, Anis. Et que, tu sais, dans 12 ans de médecine qui ont permis de faire de la psychiatrie, 4 ans pour le doctorat en psychologie, 2 ans pour un master en neurosciences, et jamais on m'a parlé de marketing ou comment présenter mon activité. Bah oui. Jamais on m'a parlé de comment valoriser ma consultation. Donc, il est temps, effectivement, éventuellement, d'intégrer sous la forme de modules simples, bien sûr. de commencer pour proposer effectivement que dès le début, il y a un mindset autour de ça. Et je pense que c'est une vraie erreur qu'on fait, puisqu'on crée une vraie souffrance chez des soignants dans un contexte où on est en manque de soignants. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, il y a l'amalgame. J'avais fait une vidéo autour de ça, où effectivement, on pense qu'un soignant n'a pas le droit d'être riche. Tu sais, un soignant ne doit pas être heureux. Un soignant, bien évidemment, que s'il gagne trop d'argent, c'est un arnaqueur. C'est forcément un charlatan. Et cette espèce d'image, quand tu vas à l'université, tu as beau passer un doctorat, tu as beau passer toutes les années que tu veux, j'ai jamais entendu quelqu'un à l'université te parler du fait que quand tu seras thérapeute, médecin, psychologue, tu seras aussi chef d'entreprise. Tu sais, tu dois aussi créer une entreprise, tu dois gérer des charges, tu dois gérer des loyers, et pourtant on ne nous en parle jamais. Donc on se retrouve sur le terrain avec toute la paperasse nécessaire, sans aucune compétence, sans aucune formation, et du coup tu te retrouves finalement à te dire, en fait, c'est pas fait pour moi. Parce que mon métier, je ne peux même pas le pratiquer. Donc ça, je pense que toi, je sais pas si tu l'as vécu un peu cette difficulté quand tu es arrivé sur le terrain. Alors, en fait, c'est vrai que moi, j'avais un profil un peu particulier qui m'a permis très rapidement d'être en contact avec des patients et qu'ils m'ont fait ma propre réputation. Et parce que j'avais un profil très original. Dès le début, mon intuition, ça a été de faire différemment. Et cette différence, pour un clinicien, on n'a pas besoin d'avoir 2000 patients. Il me fallait 30 à 40 patients pour débuter l'activité et l'originalité. Et donc, moi, j'ai en plus fait un pari. C'est que je disais aux gens, ça n'a pas marché chez les autres, venez me voir. Donc, j'ai accepté de prendre des cas extrêmement complexes, de consacrer beaucoup de temps et pour montrer en fait que c'était possible. Et à partir de là, en fait, j'ai eu rapidement, effectivement, une réputation un peu d'un psychiatre qu'on appelle de seconde ligne. C'est-à-dire que le premier psychiatre n'a pas marché, je vais voir l'expert. Et ça m'a permis, effectivement, d'avoir une forme de identité qui m'a pas mis dans cette souffrance. Mais par contre, j'ai été, effectivement, en contact avec beaucoup de mes confrères qui étaient dans une approche plutôt habituelle et qui étaient dans cette souffrance pendant les premières années et qui, finalement, ont fait des concessions qui n'auraient pas dû être faites.
Ouais, c'est clair. Et puis après, voilà, le problème, c'est qu'aussi, c'est très compliqué de leur en vouloir parce que, encore une fois, tu sais, on les prépare pas à ça. On a l'impression que tu sais que faire du marketing, avoir une belle image, bien présenter sa thérapie, son accompagnement et tout, c'est facile en fait. Non, On a l'impression tout. que c'est implicite et on doit le connaître, alors que pas du tout. C'est réellement une science. Tout à C'est fait. pour ça que, il y a des gens qui travaillent pour ça, il y a des experts qui travaillent pour ça. Donc effectivement, ça c'est vraiment un message ultra important. Et puis, je pense que c'est parce que sinon, on est obligé d'être un petit peu dans une espèce de errance. Je me souviens comme ça, mon premier bureau, j'étais dans une espèce d'appartement tout sombre. Et quand je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que je suis. J'ai pris un bureau dans une tour. Donc, j'étais le seul cabinet médical dans la tour. J'étais au 13e étage avec une vue mer. J'ai pris 100 mètres carrés de bureau. J'ai investi dans une salle de sport. Et rien que ça, quand les gens rentraient, ils me disaient, dans votre salle d'attente, Ça change tout. la thérapie commence. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, ça a fait rire un peu la dernière fois. J'ai posé des questions à mes étudiants. Je leur ai dit, à votre avis, qu'est-ce qui peut faire qu'une thérapie va échouer? Et du coup, tu as plein d'hypothèses. Bah, Anis, je sais pas, c'est la compétence du thérapeute. C'est par exemple le fait que la technique utilisée n'est pas bonne. C'est par exemple le fait que le thérapeute est malveillant, etc., etc. Et en fait, ils oublient plein de facteurs qui sont ultra importants, notamment le cadre, l'environnement. Parce que je suis désolé, mais qu'on le veuille ou pas, quand tu rentres dans un... Et je pense qu'on l'a tous vécu, tu sais, même quand on était petit, qu'on va chez le généraliste. Tu vas chez le médecin traitant, tu rentres et tu sens qu'il y a une bonne ambiance. Mais je suis désolé, mais ça change absolument tout. Même l'adhérence au traitement derrière peut être corrélée justement à ton niveau, entre guillemets, d'adaptation et d'appréciation à l'environnement que tu as. Donc ça, c'est indispensable. Et donc, les psychologues aujourd'hui, les psychiatres, parce qu'on est dans la santé mentale, hein, la santé mentale, c'est quand même, entre guillemets, la médecine la plus compliquée en rapport avec des choses qui ne sont pas palpables. Donc, tu vois, c'est des souffrances psychiques. Donc, si on ne met pas en œuvre toute la dimension environnementale, etc., et je pense que c'est ultra important. C'est ultra important. Ce d'autant que la santé mentale, elle a un paramètre qu'on n'a pas dans les autres disciplines médicales, ou en tout cas qui s'intéressent à la santé, c'est la récurrence avec laquelle on voit nos patients. C'est-à-dire que le médecin généraliste, on va aller le voir une fois par mois, tous les 2 mois, et c'est déjà beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Si j'ai un problème effectivement aigu, le chirurgien, je vais le voir une fois et peut-être une deuxième. Et toutes les disciplines, c'est à peu près ça, la récurrence. Alors que moi, mes patients, ils venaient me voir toutes les semaines. Donc moi, ma salle d'attente, il y avait 2 sièges. Parce qu'il n'y avait pas raison qu'il y ait 2 personnes. À la limite, si une personne vient l'accompagner, il y avait 2 sièges. Il y avait une petite machine pour faire du thé, des magazines et la vue sur la mer. Et la thérapie commençait à ce moment. J'ai invité mes patients à venir 30 minutes en avance pour que quand ils rentrent dans le cabinet, on ait à peu près une forme d'harmonisation. Ouais, je comprends. Et ça marchait très très bien. Bah oui, ça m'étonne pas, non, ça m'étonne pas du tout. Et par exemple, si on a envie d'avoir un aperçu un peu, si on ne sait pas ce que fait le psychiatre, ça se trouve vous êtes complètement fou et ça se trouve vous faites n'importe quoi avec vos patients. Et du coup, on aimerait bien avoir une espèce d'aperçu un peu de qu'est-ce qui se passe dans le cabinet. Genre, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, je sais pas, imaginons ton dernier patient. Le dernier patient que tu as vu, je sais pas, c'était quand que tu as vu ton dernier patient? Hier. Ok, hier. Concrètement, est-ce que tu peux nous faire une espèce d'intégration, une immersion un peu dans ton cabinet, nous dire en gros en quoi ça consistait un peu le travail? Par exemple, donc la dernière patiente que j'ai pu voir hier, on est dans une situation avec une personne que j'ai rencontrée il y a maintenant 2-3 mois. Donc c'était son 4e rendez-vous et, pour une problématique d'anxiété. Donc une jeune dame étudiante et qui a effectivement un niveau d'anxiété tellement important qu'il est impossible pour elle de faire du présentiel. Donc depuis presque 1 an, elle fait des formations qui sont à distance avec un renforcement de ses idées. Je ne peux pas assister. Donc comment se passe le rendez-vous? On arrive effectivement avec qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui? Je ne lui parle pas forcément de ce qu'elle a souffert depuis 10 ans. Qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui et qu'est-ce qui va vous empêcher d'avancer demain? En l'occurrence, en plus, pendant ce rendez-vous, elle arrive un petit peu en retard, donc on s'est retrouvé avec 30 minutes. Et en 30 minutes, il faut réussir à être efficace, ce qui est tout à fait possible s'il y a une adéquation entre ses objectifs. Effectivement, en ce moment, elle avait une difficulté, elle s'est inscrite à une formation de façon un peu précipitée, parce qu'elle est dans un état de stress important, et elle a dépensé 4000 dirhams pour sa formation. Son problème, c'était ces 4000 dirhams. Comment je vais annoncer à ma famille? Je ne vais pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le téléphone, on a appelé la banque pour savoir si on pouvait s'opposer au prélèvement. Impossible. Deuxième point, on appelle l'institut de formation et je leur explique que son état de santé n'est pas du tout compatible avec la poursuite de son cursus. Et effectivement, on passe un contrat avec l'institut qui me dit simplement qu'elle assiste à une formation. Si cette session est impossible et que ça ne lui plaît pas, dans tous les cas, on remboursera. Et donc la personne, elle a payé 500 dirhams, mais elle a gagné 3500 dirhams en repartant. Et surtout, un grand apaisement. Bah oui, puisque j'avais répondu à l'anxiété du moment. C'est clair. Et qui lui permet de réfléchir pour demain. Ouais, c'est clair. Et je pense que ce que tu viens d'expliquer là,
c'est peut-être l'une des sciences de la thérapie brève les plus importantes qui soit. C'est vraiment répondre aux problèmes, en fait. N'allez pas chercher quelque chose dont vous n'avez aucune garantie. Quand la personne vient avec une souffrance, et en fait là, tu as fait du concret, du pragmatique. Donc les gens qui viennent te voir aujourd'hui en thérapie, et tu sais, il y a un défaut de symbolisme chez les gens, notamment ce côté ouais mais moi je viens voir parce que j'ai un vrai problème avec mon enfant intérieur, mon enfant du passé, mon truc du passé, et en fait on a tellement d'étiquettes comme ça qu'on oublie presque le vrai problème, la vraie souffrance aujourd'hui. Et ça, c'est super important. Absolument. Et c'est rare de penser qu'effectivement, un médecin peut agir, tu sais, genre en appelant ma banque et tout. C'est presque hors norme. Hein, et du coup, les gens, ça peut les surprendre. Et pourtant, tu as vraiment attaqué le problème à son origine. Donc, ça paraît cohérent. Tout à fait. Mais alors, c'est hors norme parce qu'effectivement, on n'est pas forcément formé aussi dans ce champ-là. On n'est pas formé. C'est-à-dire qu'on a une telle accumulation d'informations sur ce qu'on doit faire qu'on oublie, en fait, à la fin, de faire le paquet final en disant « Ok, reprenons, c'est quoi notre objectif ?» Les gens, quand ils viennent me voir, ils veulent pas que je leur explique ce qu'ils ont vécu depuis 30 ans. Ils veulent que je les aide à être mieux demain. Exactement. Et pour le coup, j'ai pas besoin des 30 ans pour être mieux demain. C'est ce qu'on appelle la psychanalyse, c'est une autre démarche. Quand les gens viennent me voir avec une souffrance, je dois répondre à la souffrance. Je n'ai pas besoin, moi, d'avoir une satisfaction intellectuelle, d'avoir compris les 30 ans qui sont passés. Donc, tu es en train de dire que la psychanalyse, c'est pas bien, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est un autre objectif. Je pense que pour certains développements personnels, mais c'est comme, à moi, à un moment, je suis parti en Inde, j'ai fait une retraite pendant 3 mois, j'ai eu effectivement une recherche spirituelle, un développement personnel. C'était un autre objectif. J'avais le temps, j'avais pas forcément une souffrance. La psychanalyse, pour moi, elle répond à cette demande. Intéressant, effectivement. Et c'est pareil, tu sais, à l'université, quand j'enseignais, j'entendais énormément d'étudiants vivre cette espèce de conflit un peu entre les différentes thérapies. Tu sais, quand ils sont en licence, les étudiants, et qu'ils doivent choisir le master qu'ils vont prendre, généralement, ils sont sur cette espèce de « est-ce que je vais être d'orientation psychanalytique ? Est-ce que je vais être plutôt TCCiste ?» etc., etc. Et des fois, je te promets que même les enseignants alimentaient ce conflit-là. En leur disant, mais non, la psychanalyse d'aujourd'hui, c'est pas efficace, si vous voulez perdre de l'argent et tout, alors que la TCC, c'est efficace. Et moi, j'essaie toujours de dire, mais en fait, non, soyez le pont de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une dimension psychanalytique dans une démarche thérapeutique très intéressante. Rien n'empêche de complémenter avec la TCC. C'est ultra intéressant. En fait, de toute manière, du moment qu'on commence à mettre des murs entre ces approches, on se met à un grand handicap. Puisque pour moi, dans la TCC, il y a des éléments d'analyse. Bien sûr. C'est évident. Absolument. Mais dans l'analyse, si à un moment, on veut pouvoir conclure l'analyse, il faut qu'en fait, il y ait des éléments de TCC. Exactement. Et dans la psychopharmacologie, il y a de la TCC, puisque l'observance, pour améliorer l'observance, il faut. La première question qu'on me dit, la première question que le patient me dit, mais est-ce que je vais être dépendant du médicament ? Donc, il y a un élément d'analyse. D'où vient cette croyance ? Et ensuite, il y a des éléments cognitivo-comportementaux, c'est comment changer cette croyance. Donc, dans un simple acte de prescription, on a les deux mouvements. Les opposer, c'est une erreur. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'effectivement, moi, je leur dis souvent que la meilleure des thérapies, c'est celle qui, évidemment, répond à la problématique du patient en prenant en considération tous ses besoins. Et peut-être qu'effectivement, quand on parle TCC, on parle souvent du présent, du maintenant et des symptômes. Mais à un moment donné, en fait, on va dévier. À un moment donné, on va peut-être faire un peu d'hypnose pour aller remonter un peu le temps, débloquer une situation et revenir à la TCC. Mais c'est dans une démarche complète et intégrative. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la bonne thérapie. Tu as dit un truc intéressant à un moment donné. Alors non, enfin, tu dis beaucoup de choses intéressantes. Pour le moment, tu n'as pas encore dit de bêtises. Non, à un moment, tu as parlé de voyage spirituel. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais aujourd'hui, il y a une vague, quand même, tu vois, ces dernières années, notamment avec le Covid, tu vois, il y a eu une espèce d'augmentation un peu de cette foi, de cette espèce de spiritualité, même pour des gens qui sont hors religion. Beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à considérer la spiritualité comme une espèce de dimension aussi importante que la dimension physique ou psychologique. Et ça, bien évidemment, ils ont raison, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout expliquer. Hein. Einstein disait même que le jour où l'homme cherchera à tout expliquer par la science, c'est ce jour-là où il sera perdu. Donc, la spiritualité est une dimension importante. Toi, par exemple, aujourd'hui, comment est-ce que tu installes cette dimension-là, la spiritualité, dans le parcours potentiellement de soins ou dans cette espèce d'échange un peu avec le patient pour comprendre quel est le rôle de la spiritualité? Et même en tant que thérapeute, comment est-ce que finalement tu éduques les gens autour de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou est-ce que c'est un truc... Pour moi, c'est quelque chose, c'est un outil. Encore que ce soit les TCC, l'analyse ou bien la spiritualité, c'est un outil supplémentaire. Cette dimension-là, donc qu'on peut qualifier de dimension spirituelle, on en reparlera plus tard si tu veux. D'abord, je commence par éduquer, en rassurant les gens. La spiritualité, les religions font partie de la spiritualité. La spiritualité, qu'est-ce que c'est en 3 mots? C'est croire en quelque chose de plus grand que moi. Tout le monde a une forme de spiritualité. Ma famille, moi je crois en ma famille.
Ma famille passe avant mon propre être. C'est une forme de spiritualité. J'appartiens à une collectivité, à un mode de pensée. J'appartiens à une philosophie. La spiritualité, c'est d'abord ça. J'aime la nature, je fais partie de la nature. Je m'intègre, moi, en tant qu'être vivant, à la nature. La spiritualité, c'est ça. Donc finalement, en faisant ça, je peux montrer que 100% des gens ont une spiritualité, sauf qu'ils ne la connaissent pas. J'ai beaucoup travaillé en cancérologie et dans certaines situations qui sont extrêmes, mais qu'on retrouve aussi de façon moins caricaturale dans la prise en charge plus traditionnelle, le sens de la vie devient un élément important et un levier fondamental. Et effectivement, à ce moment-là, la spiritualité est le seul élément qui permet de prendre cette position méta, de se rendre compte qu'en fait, de toute manière, je ne disparaîtrai jamais. C'est intéressant. C'est intéressant parce que tu sais, ce que tu dis là est presque trop rationnel, alors que les gens, justement, quand ils parlent de spiritualité, ils pensent que c'est tout sauf rationnel. Alors qu'en fait, on peut voir de la rationalité, justement, dans la spiritualité, et surtout éviter peut-être l'amalgame trop facile de dire qu'en fait, si je parle de spiritualité, obligatoirement, j'appartiens à une religion ou j'appartiens à ça. Alors que là, ce que tu viens d'expliquer, en fait, c'est beaucoup plus simple, finalement. La spiritualité, c'est quelque chose de plus grand. Ça, j'aime bien cette définition-là. C'est vraiment plutôt sympathique. Le fait de croire en quelque chose de plus grand, ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et est-ce que tu penses aujourd'hui, si on devait parler, pas forcément pour tout le monde, mais plutôt pour les thérapeutes qu'on accompagne, qu'on forme, est-ce que eux aussi, justement, doivent prêter attention à ça, à cette dimension spirituelle? Alors oui, déjà pour eux. Puisqu'en fait, finalement, les thérapeutes sont exposés à un grand mal en ce moment. C'est l'épuisement professionnel, la perte de sens, comment on me valorise, comment je suis reconnu. Donc, d'avoir une spiritualité propre, de connaître sa propre spiritualité, va les aider au quotidien. Et en plus, je crois que pour expliquer quelque chose à un patient, il faut connaître déjà son propre champ. Donc, de chercher sa spiritualité, ma famille, mon collectif. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que ces spiritualités ne s'opposent pas les unes les autres. Elles s'encastrent. C'est vrai. Et donc, une fois qu'on a trouvé cette spiritualité, et d'utiliser ça au quotidien, ça permet aussi de redonner une dimension plus grande et un sens, plutôt qu'à un moment, une fois qu'on a fini par répondre à des objectifs. C'est aussi, pour moi, ça fait partie des derniers éléments que je mets en place. Une fois que j'ai traité la souffrance aiguë, l'urgence, à un moment, effectivement, c'est d'aider le patient à passer, ne pas revenir à son état antérieur, mais c'est d'aller dans une version 2.0. Et la spiritualité, à mon avis, est un phénomène qui permet de s'élever. Ouais, totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à autre chose en rapport avec ça. C'est, tu sais, les thérapeutes, par exemple, qui craignent l'idée d'intégrer la spiritualité dans la thérapie parce qu'ils vont te dire aujourd'hui, par exemple, jamais parler de religion avec un patient. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette dimension-là? Je pense que c'est parce qu'ils ont une vision caricaturale de la spiritualité. D'ailleurs, tu l'as fait de façon très élégante, c'est que tu as remplacé le mot spiritualité par religion. Pour moi, la première spiritualité, je leur demande. C'est-à-dire que, par exemple, dans certains éléments, la dimension qu'on va plutôt qualifier de sociale, je fais souvent dessiner un petit rond à mes patients. Je leur dis, qui c'est qui vous aide, qui c'est qui vous aide pas? Et je leur dis, voilà votre première spiritualité. Il est à ce niveau-là. Quel est le groupe qui, pour vous, est un groupe qui vous protège? Quel est le groupe qui vous fait du bien? Ça peut être un groupe, effectivement, familial. Ça peut être un groupe amical. Ça peut être par rapport à une croyance. Ça peut être une religion. Attention, je ne suis pas du tout opposé à la religion. Je dis que ce n'est pas... La religion ne représente qu'une toute petite partie de la spiritualité. Absolument, oui, absolument. Mais du coup, si on va volontairement dans l'amalgame, entre guillemets, ou du moins dans la définition de la religion, est-ce que pour toi, par exemple, aujourd'hui, intégrer la religion dans la thérapie, c'est une chose intéressante ou c'est vraiment une chose à éviter? Alors, je pense que c'est intéressant si on fait bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt le patient, à ce moment-là, si le patient, je pense à une dame que j'ai vue il y a 2 jours, qui m'explique effectivement qu'elle a eu un grand drame dans sa vie puisqu'elle a perdu un enfant avec d'une pathologie cancéreuse. Et chez elle, elle invoque la spiritualité comme étant, la religion même, comme étant le facteur qui lui a permis de passer de la phase de tristesse à l'acceptation. Quand cette dame, elle m'en parle et qu'elle la met, lui dire « Non, mais vous savez, on ne parle pas de religion ici », c'est une grande erreur. Puisque chez elle, ça a été un mécanisme d'adaptation. Donc au contraire, on rentre à l'intérieur. Par contre, de l'autre côté, de dire à une personne qui n'évoque pas la religion, que la religion devrait l'aider et qu'au fond,
Ça devient plutôt quelque chose de culpabilisant. Et là, pour moi, c'est une erreur. C'est clair, c'est clair. Et par exemple, c'est pareil. Alors moi, je pense toujours qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. La religion, je pense que ça peut être un très bon levier. Ça peut être un très bon levier thérapeutique, surtout quand déjà c'est amené par le patient. Ça, c'est la première chose. Surtout, effectivement, où toi, tu ne vas pas te positionner à l'intérieur, mais plutôt garder ça simplement dans l'idée où ça vous fait du bien. Ok, gardez. Moi, je pars toujours de ce principe-là. Peu importe d'ailleurs la thérapie. Des fois, tu sais, on pose la question, je pense qu'on te la pose aussi. Est-ce que vous pensez que, par exemple, je peux faire de la sophrologie, je peux faire du yoga, de la méditation, du magnétisme, etc., etc. Et en fait, je leur dis, mais en fait, si ça vous fait du bien, oui. Maintenant, trouvez juste la personne compétente pour faire ça. Et une fois que vous avez trouvé cette personne, mais allez-y. Au contraire, si ça peut vous faire du bien, c'est ça l'essentiel. Mais du coup, la réflexion que moi, ça amène chez moi, c'est que est-ce que tu penses... Donc là, je me fais un peu l'avocat du diable, tu vois. Je vais un peu au contre-pied où on est dans une culture, bien évidemment, où la religion est omniprésente, hein, bien évidemment, ici au Maroc. Et est-ce que la perception du psychologue et du psychiatre n'est pas un peu, tu sais, bloquée par justement cette dimension culturelle? À savoir, tu as des personnes qui vont te dire « Moi, je suis malade ». Je dis « Mais pourquoi tu vas pas te soigner? Pourquoi tu vas pas voir un psychologue, etc. » Il va te dire « Non, parce que c'est Rabbi les bras. » ربي اللي كتب لي هكذا نكون هكذا على بالي بليك ولا ربي كتب لي نكون مريض سي كاينه فيها واحد الحاجه دونك لازم نشوف et tu vois il se protège un peu et voire même il se cache derrière ça tu vois c'est quoi ton avis par rapport à ça? À mon avis, c'est plutôt un mécanisme d'évitement. Si tu prends 2 minutes et que tu regardes, parce que c'est rare qu'un patient te le dise pour un diabète ou une hypertension. C'est-à-dire que pour le diabète, l'hypertension, ربي قال لي شير عند الطبيب. ولكن اللي عندك مرض نفسي صبر. C'est faux. Si tu prends les textes coraniques, effectivement, une personne qui est malade, par exemple, de la période du ramadan. Et on ne précise pas si c'est l'hypertension ou de la dépression. C'est clair. Et donc, je pense que c'est une méconnaissance et c'est un mécanisme d'évitement. Et aussi, je pense que c'est une juxtaposition entre un corps religieux et un corps médical qui refuse. Comme on a pu le voir effectivement il y a quelques années, maintenant c'est moins présent, mais entre la psychanalyse et des thérapies comme la thérapie cognitive comportementale où on était opposés. Et tant que ces gens n'accepteront pas, ils le feront au détriment des patients. C'est clair, c'est clair. Tu sais, pour moi, la première religion, le terme religion, ça vient du latin religare, relier les gens. Je dis souvent que la première religion aujourd'hui qui est active, c'est le football. 1 milliard de gens ont regardé la Coupe du Monde. Ma compagne, que j'aime profondément, mais quand je l'ai vue pleurer, comme s'il y avait une personne de sa famille qui nous avait quittés. Quand le Maroc a perdu, à ce moment-là, j'ai compris à quel point il y avait une sincérité dans cet amour et dans cette foi. Et donc, la religion, elle est à plein d'endroits. Ouais, tu m'aurais vu quand le Barça perdait en Ligue des Champions, comment j'étais fou. Hein. Mais vraiment, mais tu comprends. Ah ouais, mais tellement. Mais c'est ça la religion. Relier les gens. Ouais. Malheureusement, comme on l'applique, elle est plutôt clivante. Ouais, c'est clair. Et je pense que cette dimension, effectivement, trop clivante, des fois, en fait, elle empêche le soin, aussi simple que ça. Hein. Et c'est un vrai problème. Et autre problème aussi, en rapport avec ça, je reçois énormément de messages qui me posent la question, Anis, est-ce que je dois aller faire ruqya ou est-ce que je dois aller faire la psychologie? Et tu sais, moi, je ne suis opposé à rien qui fasse du bien aux gens. Absolument. Donc, ça fait du bien aux gens, faites-le. Il n'y a aucun problème. Mais, comme toute pratique, il y a la déviance. Parce qu'aujourd'hui, on a absolument tout. N'importe quel chirurgien peut être un mauvais, un psychologue, un psychiatre. On a de la déviance partout. Donc, la personne qui fait ruqya et qui se positionne non pas comme un raqi, mais plutôt comme quelqu'un qui est médecin, ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut rester dans son positionnement. Alors, je ne sais pas du tout si toi, tu as ce genre de problème. Ouais, tu le vois aussi? Bien sûr. Je me souviens d'une patiente comme ça qui est venue me voir. Elle me dit, bon, moi, de toute manière, je suis venu parce que mon oncologue me l'a demandé, mais où elle est partie, elle est revenue dans un état pire. Attention, je redis, pour moi, j'ai des patients que j'ai accompagnés, pas physiquement, mais en les encourageant, parce que pour moi, c'était cette dimension spirituelle. Mais les choses ne s'opposent pas. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas. Je n'ai pas la connaissance de la religion pour en parler. Je ne suis pas imam. Mais en même temps, je peux l'encourager. Et j'espère effectivement qu'un imam sincère et suffisamment cultivé, avec les bonnes connaissances, va encourager une personne qui est en train d'halluciner à aller consulter pour avoir un traitement adapté et pouvoir continuer sa pratique religieuse. Absolument, ouais, c'est ultra important. Donc je pense que c'est pour ça qu'effectivement... la compétence aujourd'hui qu'on doit avoir en tant que médecin, en tant que psychologue, en fait, ne s'arrête pas à notre métier. Absolument. En fait, aujourd'hui, tu es quasiment incompétent si tu n'es que compétent dans cette pratique-là. Donc vraiment, c'est indispensable d'avoir au moins des leviers de connaissances à droite à gauche. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup,
ça renvoie à autre chose qui est très important, c'est que là, on parle d'une dimension spirituelle. On a parlé juste avant d'une dimension psychologique, notamment avec la TCC et la différence avec la psychanalyse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas d'autres dimensions, finalement? Tu as vu comment je fais la petite passe décisive pour justement essayer de prendre en charge un patient, mais tu sais, dans sa globalité. Bien sûr. Parce que ça, c'est un problème, c'est un vrai problème. Alors, moi, je suis passionné par mon métier. J'aime profondément mon métier. J'ai vu des gens pleurer parce qu'ils étaient soulagés. J'ai reçu des centaines de messages, de lettres, de remerciements parce que les gens allaient mieux. Et ça, encore aujourd'hui, ça me transcende. Et malheureusement, en même temps, je me suis confronté à beaucoup de situations d'échec. Et moi, je suis un bon élève, donc j'ai appliqué. J'ai appliqué pendant des années. Disons que les 5 premières années, j'ai pas discuté mon modèle. Je l'ai pratiqué en me disant que probablement, si ça marchait pas, c'est parce que moi, je le faisais pas bien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ces échecs, ils viennent d'ailleurs. Et justement, je te remercie donc de me poser cette question, puisque je termine juste un ouvrage sur les 8 dimensions du soi, qui s'appellera « Pourquoi ma thérapie n'a pas marché ». Et où effectivement, j'explique que vous avez une dimension physique, votre corps, une dimension émotionnelle, une dimension mentale, une dimension sociale. Et je crois qu'on a une dimension énergétique. Je crois qu'on a une dimension spirituelle. Je crois qu'on a une dimension même universelle. Et puis même une dimension quantique. Et qu'effectivement, quand on prend en compte ces différentes dimensions-là, on se rend compte que d'un coup, probablement que ça n'a pas marché, c'est parce qu'on a travaillé de façon massive sur 1, 2, voire 3 dimensions. Et que la majorité du temps, on ignore les autres. Qui c'est qui n'a jamais eu une intuition? Qui c'est que, de plus en plus, j'entends parler de la convergence, de la synchronicité? On vit ce qu'on commence à penser. On est invité, effectivement, souvent, à être dans un monde de peur, de doute, d'inquiétude. Et je crois qu'à ce moment-là, on crée ce monde gris. Donc pour moi, effectivement, ces dimensions supplémentaires qui peuvent même être associées à des formes de quotient. Quel est votre quotient intellectuel? On parle de plus en plus maintenant du quotient émotionnel. Le quotient physique, c'est mon état de santé. On ne parle pas du quotient social, ma capacité à être bien avec mes proches. Et quel est mon quotient énergétique? Comment j'en prends soin? Quel est mon quotient spirituel? Totalement, totalement. Et puis après, c'est aussi intéressant dans l'idée qu'effectivement, en fait, ça renvoie à toutes ces dimensions. Tu vois, il y a des dimensions dont tu as parlé, effectivement, l'intuition, tu vois, ce genre de choses-là, où effectivement, on ne peut pas aujourd'hui la palper. Tu sais, on ne peut pas la tester, on ne peut pas la vérifier, quantifier, etc. Parce que la science ne permet pas ça. Mais il y a combien de choses que la science ne peut pas expliquer et qui pourtant aujourd'hui existent. C'est pour ça que des fois, on fait l'erreur, notamment on l'entend chez certains soignants, chez même des chercheurs, qui te disent « Ouais, mais moi, ce que je fais, c'est prouver scientifiquement. » Comme si le prouver scientifiquement veut dire que c'est absolu. Alors que non, parce que la définition de base de la science, c'est que toute chose doit être réfutable. Absolument. Si elle n'est pas réfutée ou réfutable, effectivement, ce n'est pas scientifique. Ça, c'est important. L'autre chose aussi que je trouve très intéressante dans ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, dans les fameuses différentes dimensions dont on a parlé, tu sais, le problème de, par exemple, parler du quotient physique, mental, spirituel, quantique, universel, etc., est-ce que ça ne nous demande pas, chez nous, déjà une forme de maîtrise de ces dimensions-là pour potentiellement pouvoir les prendre en charge chez les autres thérapeutes, enfin patients? Absolument. On doit d'abord les connaître, en prendre conscience. Et justement, pour moi, un bon thérapeute, sur la longueur, il doit être capable, parce que c'est ma conscience, ma prise de conscience émotionnelle, énergétique, qui me permet de travailler avec la conscience énergétique du patient. Si j'en ai pas, je peux pas travailler. Et qu'effectivement, quand les personnes me disent « Oui, mais ça c'est très théorique », je leur dis « Prenez la jalousie dans votre main et jetez-la moi ». Bien sûr, par exemple, la peur. La peur, elle est mesurable physiquement. Mais la jalousie, mesurez-moi la jalousie. Ouais. Jetez-moi la jalousie dans ma main. Qui n'a jamais ressenti la jalousie? C'est clair. Et pourtant, c'est pas palpable. Je crois qu'à ce stade-là, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le mesurer que ça n'existe pas. Je parle de l'approche empirique, qui est celle qui a guidé l'évolution de notre humanité. Et empiriquement, on peut dire, oui, la jalousie existe. Bon, à partir de ce moment-là, est-ce que vous pouvez me quantifier la foi? Mais je pense que si on demande aux femmes, elles vont te dire que la jalousie, ça n'existe pas. Ça, c'est un autre débat. C'est clair. Surtout ma femme, ouais, elle n'est pas du tout jalouse. Donc ça, c'est vachement cool. Alors, ça,
Je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, j'en ai parlé, alors je sais même plus à qui j'en ai parlé, il y a pas très longtemps de ça, par rapport à la spiritualité. Tu sais, je lui ai dit une phrase, et en fait, qui m'est restée un peu, parce qu'on dirait que je l'avais préparé cette phrase-là. Je lui avais dit que dans mon parcours scolaire, plus j'avançais dans la dimension scientifique, notamment dans le doctorat, plus j'allais dans l'expérimentation scientifique et plus je devenais spirituel. Tout à fait. Alors que de base, on pense contradiction quand on pense à ces choses-là. Spirituel, c'est les gens qui ne sont pas rationnels, qui ne sont pas cartésiens. Et je te jure que chaque jour, à chaque fois que je vais dans la dimension cartésienne et rationnelle des éléments, science, par rapport à mon métier à moi en psychologie, effectivement, je me rends compte que la spiritualité joue un rôle extrêmement important. D'autant plus dans la façon dont tu l'as présenté. Tu vois, la façon dont tu as dit qu'effectivement, la spiritualité, c'est toute cette dimension qui est plus grande que nous, mais qu'on ne peut pas forcément expliciter de façon simple. Et donc, pour moi, effectivement, c'est ultra important. C'est vraiment ultra important. Et donc, ton ouvrage, parce que tu as parlé d'un ouvrage, là, que tu es en train de planifier, l'ouverture ou la publication, elle est prévue pour quand? J'espère début d'année. Inch'Allah. Normalement, c'est donc c'est bientôt, quoi. Tout à fait. Cet ouvrage, si tu devais, par exemple, le présenter, entre guillemets, déjà, il concerne qui? Est-ce que c'est pour le grand public? Est-ce que c'est pour un public spécifique? C'est pour tout le monde. Aussi bien les thérapeutes, comme tu l'as dit, un élément important pour pouvoir accompagner nos patients, c'est notre connaissance. Donc, c'est leur proposer un autre modèle. Un modèle, effectivement, qui m'a fallu plusieurs années pour pouvoir collecter toutes ces informations et les réunir. Mon voyage en Inde, les approches, effectivement, je suis parti ensuite en Thaïlande, je me suis intéressé au massage thérapeutique, à la phytothérapie au Maghreb. Tous ces éléments-là, je les ai compilés. Donc, cet ouvrage, il est destiné aux personnes qui souffrent, qui ont déjà tenté une thérapie. C'est pour ça que ça s'appelle pourquoi ma thérapie n'a pas marché. Qui se sont posés cette question-là, aussi bien qu'ils aient franchi le cap ou qu'ils aient essayé par leurs propres moyens. Mais aussi les thérapeutes, parce que les thérapeutes restent aussi des potentiels patients. On n'est pas protégé par ça. Et donc l'objectif, effectivement, c'est à la fois de présenter ces 8 dimensions, et il est illustré ensuite par une approche intégrative où je explique les potentiels déséquilibres et leurs conséquences en donnant des stratégies très pragmatiques, très simples. Une personne qui va prendre le temps de lire cet ouvrage, qui doit prendre moins de 2 heures pour lire, si on est dans un bon endroit, dans les bonnes conditions, aura des outils immédiats pour pouvoir changer sa vie dès le lendemain. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de sortir du simple modèle biomédical où on avait la partie physique, un peu émotionnelle, un peu mentale, et le reste n'existait plus. Intéressant. Parce qu'on a besoin, je pense, de ça aussi. On a besoin d'éléments pragmatiques. Tu vois, tu le vois aujourd'hui, que ce soit dans les formations, que ce soit dans les ouvrages. En fait, on s'éloigne beaucoup trop du pragmatique. On s'éloigne trop du concret. C'est pour ça qu'on a beau être les meilleurs du monde dans un domaine. Quand je t'explique qu'il faut faire quelque chose, mais que je ne reste que sur la surface théorique, en fait, à un moment donné, tu perçois mon message, mais jamais tu passeras à l'applicabilité. Et c'est ça, en fait. Il faut qu'on raisonne un peu plus applicable. Donc, je pense que ce genre d'ouvrage, effectivement, ça peut être super intéressant. Et du coup, tu as dit un truc qui est assez intéressant, notamment dans le fait que tu as voyagé un petit peu. Donc toi, tu as fait ton parcours formation en France, j'imagine, c'est ça que tu m'avais dit. Tout à fait. Si tu devais, par exemple, parler aujourd'hui de la principale différence ou distinction que tu as pu remarquer un peu sur l'a priori qu'on peut avoir par rapport aux psychiatres, notamment en France, à l'inverse du Maroc. Ça serait quoi, en fait, la différence un peu sur l'image du psychiatre en France par rapport à celle qu'on peut avoir ici au Maroc? Je pense que j'ouvre un tout petit peu. Ce qui est extraordinaire, c'est aux États-Unis. Quand je travaillais 2 ans aux États-Unis, les psychiatres, c'était à la mode. C'était trop cool d'avoir un psychiatre. Avoir un psychiatre, c'était cool. C'était effectivement, ça faisait partie de. On avait dépassé le coach. Ils ont dépassé le fait qu'en France ou au Maroc, on est encore dans la période où avoir un coach, c'est cool. Aux États-Unis, c'était avoir un psychiatre. J'ai mon psychiatre, je peux l'appeler même le week-end. Ça, c'était super cool. C'est vrai que par contre, en France, il y a encore certaines résistances. Qui sont par rapport à la nécessité de la prescription, mais aussi, je pense, à la manière dont les psychiatres font leur travail. Le temps moyen de consultation de psychiatrie en France, c'est 12 minutes. Donc, on est souvent dans un acte de prescription. Donc, à tort, on pense effectivement que la psychiatrie est réduite à ça, ce qui est probablement à corréler avec la question de la valorisation. Donc, on va voir un psychiatre, il n'y a plus cette peur du psychiatre, il y a simplement la pensée qu'il ne serait pas compétent. Alors qu'au Maroc, on a peur. Donc la différence, je dirais, c'est ça. En France, on pense que le psychiatre n'est pas compétent. Au Maroc, on en a peur. Et c'est toujours fascinant cette remarque qu'on fait. Quand je dis aux gens je suis psychiatre, ils font comme ça. Je leur dis pourquoi vous faites ça? Pour pas que vous lisiez dans mes pensées. Je dis déjà, premièrement, si je pouvais lire dans vos pensées, vous pourriez mettre vos mains sur la tête. Ça changera rien. Je vous rassure, je ne le fais pas. Oui, tout à fait. Bah ouais, c'est vrai que cette peur-là, en vrai,
Je pense que c'est véhiculé par plein de choses, parce qu'aujourd'hui, même, tu sais, quand on essaie de changer l'image qu'on peut avoir d'un psychiatre, on va souvent agir au niveau de sa formation, on va souvent agir, en fait, limite au dernier palier. Alors que l'objectif, c'est quand même de revenir au début, où c'est la sensibilisation. Absolument. Il faut que les psychiatres, aujourd'hui, entre guillemets, communiquent clairement Absolument. sur ce qu'ils font, et des fois, c'est pas clair. Tu vois, c'est-à-dire que des fois, on sait pas exactement ce qu'ils font, parce que t'en as qui deviennent psychothérapeutes, alors que de base, c'est pas des psychothérapeutes, hein. Le psychothérapeute, c'est un autre statut, entre guillemets, mais on veut tellement essayer de prendre la place de quelqu'un d'autre qu'on a du mal à se positionner dans notre place, et donc ça perd les patients. Absolument. Ça aussi. Alors, déjà, je te remercie parce qu'effectivement, ce temps d'échange, il a pour objectif justement de lever le rideau, hein, un Absolument. peu sur ce qui se passe à l'intérieur d'un cabinet de psychiatrie. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant qui était sur cette partie où, en tant que thérapeute, on doit quand même aussi connaître non seulement nos limites, mais aussi la capacité de ce que les autres font. Moi, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Par exemple, je me suis formé au massage médical thaïlandais. Je me suis formé à la réflexologie plantaire. Attention, je n'ai pas la prétention d'être un masseur ou un bon réflexologue. Ok. Je dis juste que je me suis formé, j'ai demandé à apprendre 2 ou 3 éléments. Ah, Pourquoi? intéressant. C'était des portes d'entrée. J'ai un patient qui arrive qui me dit « j'ai mal au dos, j'en peux plus, je suis pas bien ». Oui, attendez, vous en parlerez avec votre ostéopathe. Non, je dis « attendez 2 secondes, montrez-moi vos pieds ». Le patient, déjà, il me demande « vous avez vos chaussures, vous allez me prendre les C'est quoi pieds ». le rapport? C'est clair. Et effectivement, j'ai appris aussi bien pour l'hypnose que pour des thérapies somatiques, des toutes petites choses. Et ça me permet justement la porte d'entrée et aussi de travailler déjà la collaboration que je vais proposer à la sortie. C'est ça. Et donc, je crois qu'aussi, on peut quand même, sans tomber dans cette espèce de juxtaposition des différentes formations qui fait qu'on va être médiocre, apprendre des petites choses. Exactement. Hein, moi, j'adore cuisiner, pourtant, je suis pas chef. Bah oui, c'est ça. Mais là, Et- c'est toute la différence, et c'est toute la limite que tu t'imposes à toi. Tout à fait. C'est pour ça qu'éthiquement parlant, tu restes psychiatre. Absolument. Par contre, effectivement, si tu peux soulager le patient par un contact physique au travers d'une technique que Et tu puis, connais, préparer mon travail. bah bien sûr. Parce qu'à ce évidemment. moment-là, on crée ce rapport. Et Le ouais. patient, quand il arrive et qu'il me dit j'ai mal au dos, il me dit, je sais que je suis psychiatre. Ouais. Bah, Donc bien sûr. c'est quoi son invitation? C'est clair. Et pour le coup, de répondre à sa demande maintenant, C'est vrai. tout de suite après, pendant que je me souviens de personnes comme ça, que j'ai commencé à masser. J'avais même mis une table de massage dans mon cabinet. Et au bout de 5 minutes, j'avais des entretiens de meilleure qualité. Tu vas te faire défoncer par les psychiatres. Parce que là, si tu dis que les psychiatres, justement, il faut qu'ils fassent des massages aussi. Non, j'ai pas dit ça. Je dis juste que moi, j'ai été intéressé par ce niveau d'originalité. Et je crois qu'il faut faire chacun comme on peut. Absolument. C'est-à-dire que moi, ça m'apportait du bien-être. Je redis, vraiment, c'est-à-dire que, au contraire, à un moment, être capable de le dire. Mais pour moi, par contre, j'avoue, en tant que psychiatre, quand j'ai un patient qui me dit, vous savez, docteur, je me sens super mal, j'ai super mal au dos, ne pas prendre en compte cette demande. Moi, je veux pas le masser, je sais pas le faire. Ça me dérange pas. Je suis psychiatre. Mais ne pas l'entendre et ne pas l'accompagner là-dedans, en disant ça, c'est dans votre tête. Ouais. Je pense que c'est ça l'erreur. Et que quelque part, du moment qu'il me le dit, je dois le prendre en compte. Absolument. Et quand ça devient récurrent, je dois avoir au moins une possibilité de réponse. Et en ça, par contre, oui, peut-être que je suis un peu original. Ouais, clairement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de soignants originaux, très clairement, parce que tu vois, aussi intéressant que ça puisse paraître, mais quand tu vas dire à ton patient qui vient te voir, alors que toi, tu es psy, il va te dire j'ai mal au dos et que tu peux agir sur la douleur directement, en fait, non seulement tu soulages déjà un mot qui est là, présent, une problématique directe, mais en plus de ça, tu ne peux pas me dire que la qualité thérapeutique derrière et l'alliance et tout ce qui va derrière n'est pas augmentée. Bien évidemment que c'est augmenté. Donc je pense que ça, tu le constates aussi quand tu fais. Et du coup, il a réagi comment alors quand il a enlevé ses chaussettes et tout Très bien, très bien. Cool. Il m'a dit j'ai de la chance, elles sont pas trouées. Il a commencé par ça. Il avait une forme de gêne, mais en même temps, quelque part, je pense que la psychiatrie, d'abord, c'est d'abord un médecin. Et de temps en temps, dans la psychiatrie, on considère qu'on doit plus toucher nos patients. C'est vrai. Toucher puis un patient est quand même une forme d'acte où je prends soin de toi. Et donc, à partir de ce moment-là, très rapidement, le patient, il y a d'abord une petite gêne, je lui mets un peu d'huile essentielle de lavande, et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe où ça soulage. Et ce soulagement, il permet une autre ouverture. Ça, c'est intéressant. Et parce que toutes les c'est- dimensions sont reliées à ce moment-là. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que la dimension physique, à ce moment-là, permet la dimension émotionnelle, qui nous permet de passer à un autre niveau sur la dimension mentale, qui permet une dimension sociale, etc. Et à la fin, le patient me demande comment est-ce que je peux faire la même chose chez moi. Bah oui, Et donc, je lui donne le carrément. protocole, très Bah simple. ouais. Un peu d'eau chaude, de l'huile essentielle de lavande, et je lui fais un petit rond, parce qu'il avait plus haut, je lui fais un petit rond à l'endroit où il doit appuyer. Trop cool. Et lui-même se retrouve Ouais, c'est avec concret. une proposition pour pouvoir aider à s'endormir. Trop cool.
de façon Ouais, c'est autonome. concret, ça c'est vraiment concret. Et puis là, tu as soulevé un truc aussi qui quand même touche pas mal de personnes. Quand on parle thérapie, notamment en santé mentale, à l'inverse des autres médecines, où toucher c'est compliqué. Toucher, même psychologiquement, c'est compliqué. Pourquoi? Un suicidaire qui vient me voir et il faut pas parler de suicide. Ah non, il faut pas lui dire ça. Il faut pas aller expliciter parce que ça se trouve, il va se suicider. Alors que justement, non, pas forcément. Expliciter parfois le suicide rend la chose vraie et rend la chose du coup travaillable. Absolument. Ce mot n'existe pas, mais au moins on peut travailler dessus. Alors que beaucoup de personnes pensent que soit le contact physique, des fois, c'est complètement prohibé parce que justement la personne est trop fragile. Parfois, justement, que parler de certains symptômes un peu tabous, c'est trop compliqué. Bah, parfois, non. Donc, j'imagine que toi, sur le suicide, c'est quoi l'idée? J'imagine que tu as des suicidaires aussi. Tout à C'est fait. quoi ta question un peu, ta réflexion un peu autour de ça? Alors, juste avant de répondre à ça, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'on est des bons patients. Nous avons plein de fausses croyances. C'est ça, Et absolument. qu'au fond, nous-mêmes, on doit être capable de travailler sur ces éléments-là parce que c'est nous qui en formons le patient dans une boîte. Donc, pour le suicide, au contraire, moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans des situations où la mort était une possibilité d'arrêter de souffrir. Et donc, leur interdire d'en parler par une posture fermée est au contraire une manière de augmenter cette possibilité-là, cette ignorance. Et très rapidement, les patients, une fois qu'ils en parlent, d'ouvrir le débat. À qui ils vont en parler? C'est clair. À leur famille, à leur conjoint. La majorité du temps, malheureusement, quand ils le font, la semaine d'après, ils se suicident. Parce qu'ils ont attendu au dernier moment. Alors que moi, au contraire, je les invite. Et je pense qu'en plus, ça fait partie des critères de qualité, de connaître la dangerosité, l'urgence, quel risque le patient il peut avoir de se suicider. Absolument. Ouais. Malheureusement, c'est des choses qui sont extrêmement fréquentes. J'ai pu visiter il n'y a pas très longtemps un hôpital psychiatrique au Maroc, et 15 jours avant notre venue, 2 personnes s'étaient pendues dans leur chambre. Donc c'est aujourd'hui, Ouais, c'est clair. demain. Non, c'est clair, c'est clair. Et puis je pense que c'est pour ça que c'est important aussi d'aller parfois dans le... Tu sais, tu as parlé d'originalité, tu as parlé du fait d'être atypique. Mais moi, je pense que l'atypicité, c'est potentiellement l'une des plus belles forces en thérapie aujourd'hui. Par exemple, tu sais, tu prends n'importe quelle pathologie, comme l'addiction. L'addiction, tu sais, moi, quand les gens viennent et me disent, bah, aujourd'hui, je fume comme ça et tout, la première chose que je leur dis, je dis, mais en fait, moi, je comprends. Et limite, je vous félicite pour ça. Parce qu'en fait, je comprends votre intention. Votre intention, finalement, c'est quoi? C'est de vous soulager, de vous sentir mieux, de digérer, de mieux dormir. Donc, l'intention est excellente. Donc, je ne peux pas vous en vouloir de ça. Par contre, le geste et du coup, l'objet que vous utilisez pour arriver à ces fins, effectivement, n'est pas bon. Donc, je ne vais pas vous enlever le plaisir derrière ça. Je vais juste le remplacer de sorte à ce qu'effectivement, vous gardiez ce plaisir-là. Parce que vous ne cherchez qu'à vous faire du bien. Absolument. Donc, qui suis-je pour vous enlever ce bien-là? Mais quand tu dis ça à des thérapeutes, ils te disent, bah non, normalement, quand on reçoit ça, il faut lui faire la morale, il faut lui dire que justement, c'est pas bien de fumer. Mais qu'est-ce que ça génère chez lui? Prends les sociétés tobacco aujourd'hui. Tu sais, quand par exemple, ils voient, tu sais, les affiches que tu as sur les paquets de cigarettes, les poumons, les trucs qui sont un peu dégoûtants, etc. Le patient qui voit ça, qu'est-ce qui se passe chez lui? Forcément, ça va augmenter son niveau d'anxiété, de stress, Absolument. etc. Quel est l'outil du patient aujourd'hui tabagique pour diminuer. réduire son anxiété? Ben en fait, il va se remettre à fumer. à fait. Donc en fait, tu l'enfermes dans une espèce de Complètement. boucle complètement vicieuse, alors que justement, pour le sortir, c'est pareil. J'ai vu aussi des commentaires de thérapeutes qui me disent que maintenant, aujourd'hui, pour faire une bonne thérapie, ça dépend uniquement de la volonté du patient. Ben oui, mais si ça dépendait de la volonté du patient, mais en fait, on servirait à quoi? Ben non, la volonté n'a jamais servi à un patient pour démarrer une pathologie. Donc, comment est-ce qu'on peut penser qu'elle peut servir pour arrêter une pathologie? Absolument. Bien sûr que non. Il faut aller chercher des mécanismes autres que la volonté pour justement arriver à un bon résultat. Et ça, c'est indispensable. Tout à fait. Donc, franchement, c'est Mais trop important. finalement, les thérapeutes, à ce moment-là, se font écho d'une société moralisante. Totalement. Donc, cette société qui fait la morale en disant, et qui pourtant, en même temps, est la société qui vend le produit. clair. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a une forme d'interdiction, et nous, en tant que thérapeutes, on se doit, au contraire, d'injecter une autre parole. Puisqu'effectivement, j'en parlais encore aussi avec un patient hier qui me dit, bah, je suis triste, je fume 20 cigarettes, je t'ai passé à 15, et maintenant que, comme j'ai pas réussi à diminuer, bah, j'ai réaugmenté. Et donc, je lui dis, mais pourquoi vous fumez? Parce que je suis anxieux. Et je dis, mais en fait, donc, il faut qu'on arrive à comprendre l'obsession qu'il y a avant. Vous voulez m'enlever le seul mécanisme qui vous permet. Et donc, je lui dis, tant que vous êtes dans cette boucle simplement, je vais arrêter par ma volonté, ça ne marche pas. Et vous l'avez essayé. Et combien de personnes j'ai pu rencontrer qui me disent, j'ai tout fait, j'ai la volonté pour m'arrêter et j'y arrive pas. C'est clair. Mais c'est parce qu'en fait, on prend le problème à l'envers. Absolument. La volonté n'a jamais été le levier. C'est pour ça que tu sais, quand tu regardes la Cochrane Tobacco, tu sais, la database de la Cochrane, la dernière revue qui a été faite en 2023 a montré que justement, tu sais, c'est quoi la première science, la première méthodologie thérapeutique pour arrêter de fumer? C'est la volonté.
personnel de la personne. Ça veut dire que c'est tu sais, le côté autonomie. Des fois, on pense que, tu sais, le médicament, le truc, le machin, le bidule, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors qu'en fait, des fois, ça vient de la personne. Mais qu'est-ce qui fait que des fois, on arrête de fumer tout seul? En gros, tu sais, quand quelqu'un veut arrêter, par exemple, de fumer, il va commencer à déclencher des espèces de pensées un peu anticipatrices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais me dire, ah non, mais si j'arrête, je sais que je vais ressentir la peur, je vais ressentir des douleurs physiques, je vais ressentir le manque, je vais devenir gros, etc. Les fameuses pensées anticipatrices, c'est elles qui déclenchent justement le blocage pour m'y mettre. Alors que les personnes qui, des fois, on a des histoires comme ça où tu as quelqu'un qui s'arrête du jour au lendemain. Et on ne sait pas pourquoi. En fait, cette personne, quand elle a déclenché ce processus d'arrêter de fumer, en fait, elle n'a pas laissé le temps à toutes ces fameuses pensées de venir. Donc, ça fonctionne bien. Tu vois, c'est ça l'idée. Et moi, j'ai envie de revenir un peu à ton cabinet pour revoir un petit peu ce que tu as à l'intérieur, parce que je pense que c'est important, tu vois, que les gens voient vraiment le contenu et voient que tu n'es pas cinglé. Tu vois, ils ont besoin de voir que tu es quelqu'un de normal. Et du coup, si par exemple, tu devais nous dire, genre, l'un des patients les plus complexes que tu aies eu, genre, ça serait quoi, par exemple? Un des patients les plus complexes. Alors, c'est vrai que c'est une question un peu difficile parce que pour moi, la complexité, c'est une somme de choses simples. Donc, a posteriori, j'ai l'impression que j'ai eu aucun patient complexe. Ok. Mais je dirais que les situations qui ont peut-être été les plus difficiles à gérer, pour obtenir, c'était les situations où, dès le début, j'avais une impasse thérapeutique. Ça veut dire que je savais, par exemple, sur certaines situations d'une personne qui a une pathologie évolutive et où il y a des éléments qu'on va devoir accepter. Donc, ces paramètres-là, ils pouvaient être plus difficiles. Mais sinon, vraiment... T'as pas un patient, par exemple, qui est venu avec un tableau clinique tellement spécifique et original que sur le moment, du coup, tu t'es dit, ouais, bon, là, ça va être un cas un peu particulier, quoi. Alors si, j'ai eu des cas originaux comme ça, et des parties... mais ce qui rendait souvent les choses compliquées, c'était qu'il y avait eu des passages antérieurs. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu d'autres médecins qui étaient passés, et donc la personne, elle arrivait avec déjà des identités, comme un tableau de post-it. Elle me dit, je suis comme ça, comme ça. Et donc là, c'était compliqué, parce que déjà, premièrement, il y avait une forme de confusion. C'est-à-dire que la personne, elle m'écrase avec toutes ces informations. C'est clair. Donc il faut détricoter. Et après, il faut enlever, il faut redéconstruire ce qui a été construit. Donc j'ai eu des situations compliquées comme ça, mais qui étaient plutôt justement liées à ça, à une forme de méconnaissance de certains tableaux. Je pense à une jeune dame que j'ai pu rencontrer il y a quelques mois, où elle avait effectivement une pathologie qui était en lien avec des hallucinations olfactives, et qui avait été étiquetée déjà psychotique, schizophrène, et que malgré effectivement tous les efforts un petit peu du corps médical pour essayer, échec, avec une pathologie qui s'aggravait. Et on a fini par se rendre compte qu'il y avait probablement un tableau d'épilepsie temporale qui donnait ces situations-là. Et donc, ce qui est compliqué à ce moment-là, c'est de ne pas rester dans la filiation. C'est-à-dire qu'on me dit, il y a des grands professeurs qui l'ont vu, des personnes très compétentes, des experts, et le diagnostic, c'est celui-là. Et donc, être capable à ce moment-là de se dire, OK, je recommence à zéro, et pas je doute, mais je refais mon propre parcours. Ça, c'est un peu difficile parfois. On peut être pris un petit peu pour plusieurs raisons, le temps, la capacité, une forme aussi de volonté plutôt de rester dans cette filiation. Et puis même la croyance. Enfin, je veux dire, quand on te dit, bah là, il y a 5 professeurs de médecine, machin, qui l'ont vu, que tu le veuilles ou pas, mais inconsciemment, tu as ce côté où, bah ça y est, qu'est-ce que tu veux que je rajoute moi? Tu vois, je suis personne par rapport à ça. Ça, c'est clair. Et si, par exemple, alors je pense que la question, elle est encore plus difficile. Tu vois l'ancrage que je te mets là, la question elle est encore plus difficile. Ça serait quoi, genre le patient le plus facile que tu aies eu? Est-ce que tu pourrais trouver ça? Ouais, je pense que le patient le plus facile que j'ai eu sur le plan intellectuel, c'était un patient qui me ressemblait. Oh, intéressant. Ouais. C'est-à-dire? En fait, je me voyais 10 ans avant, quoi. Ah, donc c'était facile. Donc sur le plan émotionnel, c'était très touchant. Mais sur le plan intellectuel, c'était facile. Bon, c'était vraiment une personne qui avait vécu une situation naissance à l'étranger avec des parents qui venaient d'un autre pays, avec une certaine atypie, un potentiel intellectuel un peu élevé qui lui permettait d'aller assez vite et qui se retrouvait dans une incompréhension. Et donc, ça avait été facile, quoi. Intéressant. Ouais. Bon, certains te parleraient de projection, etc. Mais intéressant. Alors, j'avais bien fait le travail sur moi-même. Donc, c'est pour ça que, pour le coup, les éléments de projection, je pouvais les maîtriser. Sinon, je l'aurais pas fait. Et tu pouvais même les transformer en quelque chose de positif. Tout à fait. Pour le coup, j'ai eu une situation, par exemple, que j'ai refusé de prendre en charge. C'était une personne qui me rappelait trop mon père.
Et comme je n'avais pas encore réglé tous ces problèmes-là, j'ai dit je peux pas. Donc il faut être Intéressant. capable de faire la part des choses. Absolument, absolument, absolument. Bah écoute, c'était vraiment top. Moi, j'aimerais juste finir par un truc. Juste, est-ce que tu peux nous donner des espèces de cas un peu pathologiques, de situations un peu pathologiques sur lesquelles effectivement on peut s'adresser au psychiatre et qu'effectivement il pourrait être vraiment indiqué d'aller voir le psychiatre directement. Je reprends un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, il y a des situations où c'est quasiment indispensable. Une question d'intensité et d'urgence. Une personne qui a une dépression, où elle est à un stade, elle peut plus manger, elle peut plus se lever. Elle a vraiment effectivement l'évocation de si j'étais plus là, vous seriez mieux sans moi. Là, il faut aller voir le psychiatre. Ok. Des situations d'hallucination, qu'elles soient effectivement débutantes ou dans quelque chose de récurrence. Je pense qu'il faut absolument aussi avoir un avis. Des situations où l'anxiété, elle en a un point où je commence effectivement à avoir un impact sur ma dimension physique. J'ai vu des personnes qui en arrivent à se gratter, à se scarifier, à ne plus manger, à ne plus dormir. Dans ces situations, je pense qu'il faut l'envisager sans, je le redis, exclure le fait qu'il va y avoir un partenariat par la suite. Je pense que c'est les indications de ce type-là qui sont les plus urgentes. On peut avoir aussi des situations qui sont un petit peu plus mitoyennes, comme par exemple des tableaux d'épuisement professionnel qui sont récurrents et qui effectivement nécessitent un soutien pharmacologique pour qu'on puisse aller plus profondément dans le travail psychothérapeutique. Donc, globalement, je dirais que si c'est ces situations-là d'urgence qui me paraissent les plus importantes et des situations où, sans qu'on ait le tableau complet, on évoque simplement le fait que la vie, elle est trop dure, que c'est très difficile, que si ça s'arrêtait maintenant, ce serait peut-être mieux. Tous ces éléments-là, ils nécessitent effectivement une prise en charge psychiatrique. Okay. On retrouve après effectivement quelques situations, mais qui ne sont pas forcément dans mon champ de compétences, qui sont aussi avec la pédopsychiatrie. Et je pense qu'en pédopsychiatrie aussi, il ne faut pas complètement l'oublier, c'est important parce qu'à ce moment-là, il y a des situations aussi qui nécessitent une prise en charge, comme certains tableaux d'agitation qui sont trop importants et qui vont avoir un impact sur la scolarisation, comme des situations d'isolement. Il y a des pathologies, comme la dépression ou l'anxiété, qui apparaissent chez des enfants de 8-9 ans. Intéressant. Intéressant. Bah, écoute, je pense que... Ouais. Est-ce que moi, je peux te poser une question en échange ? Tu peux même m'en poser deux, si tu veux. Alors déjà, la première, c'est que si, justement, parce que, comme tu le sais, on en a déjà parlé, mais je veux être sûr d'avoir bien compris. Yes. Pour un thérapeute qui se retrouverait dans une situation, effectivement, de bien-être dans son travail, je sens bien, j'aime mon travail, mais où il n'arrive pas à avoir la vitrine. Si tu devais lui donner 3 conseils, tu lui donnerais quoi comme conseil ? On parle de n'importe quelle profession ou principalement les thérapeutes ? Santé mentale. Ah, ok, santé mentale. Première chose déjà, c'est partir du principe que c'est normal qu'on ne sache pas faire. Ça, c'est la première règle. Vraiment, il faut savoir que la science du marketing est une vraie science. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cultiver son entourage pour trouver la personne adéquate qui potentiellement peut t'aider. Parce que forcément, tu vas vouloir le faire par toi-même, tu vas apprendre. Et tu peux le faire en toi-même, tu vas faire par essai-erreur, donc tu vas faire des choses intéressantes, mais tu vas aussi faire des choses pas forcément intéressantes. Et la troisième chose, c'est une fois que tu as trouvé la bonne personne, une fois que tu t'es auto-formé toi-même, en fait, tu as maintenant un mécanisme, un process à mettre en place pour justement déclencher tout ce qui va être nécessaire pour atteindre ton objectif à toi. Okay. Donc, je vois, ça serait pour moi les 3 premières étapes simples pour dégager ça. Maintenant, les gens qui veulent faire eux-mêmes, bien évidemment, il y a plein d'outils qu'aujourd'hui on peut utiliser, notamment par l'IA pour nous aider un petit peu. Mais l'erreur qu'on fait aujourd'hui, quand on veut avoir une belle visibilité, c'est de penser que la première chose qu'on va devoir mettre sur nos réseaux sociaux, c'est des éléments trop compliqués, trop éducatifs, où on va passer beaucoup de temps, tu sais, à faire la vidéo parfaite. Et ça, c'est l'erreur. L'idée, c'est que dans un premier temps, on cherche la viralité pour attirer les gens. C'est comme si moi, je veux faire une conférence et que je me prépare 8 heures à faire une magnifique conférence. J'arrive dans une pièce pour faire ma conférence et il n'y a personne. Donc non, donnez du contenu éducatif quand vous avez les gens qui sont là pour l'écouter. Donc première étape, bien évidemment, c'est d'amener les gens à écouter. Une fois que les gens sont là, il faut que je me connecte avec ces gens-là. Donc il va falloir que je mette en place des stratégies, soit des stories, soit des messages, ou n'importe quel système qui m'amène à créer de la connexion, débloquer par exemple des conversations automatiques ou manuelles, peu importe, avec des gens, pour qu'ils voient qu'il y a un échange. Et la troisième étape, c'est qu'une fois que ces gens-là, j'ai déclenché des conversations avec eux, potentiellement, ça serait de les qualifier, de voir est-ce qu'il y a un besoin chez eux peut-être de
venir en thérapie. Et là, ça sera arrivé du coup à la dernière partie, qui est entre guillemets le closing, où là, on va leur vendre notre thérapie, notre accompagnement, dans l'idée effectivement d'atteindre l'objectif qui est le leur. Tu vois. Donc voilà un peu les différentes étapes. Alors maintenant que tu m'as autorisé la deuxième, Bien vu que évidemment. je t'ai invité dans mon cabinet virtuel, tu l'as visité, quand je te décris un petit peu ça, est-ce que l'intelligence artificielle, ça peut m'aider, moi, dans mon activité que je t'ai décrite? Parce que elle va pas me remplacer, j'en ai bien conscience, mais en quoi est-ce qu'elle peut m'aider? J'en entends parler tous les jours, les patients m'en parlent tous les jours, mais comment est-ce qu'elle peut m'aider au quotidien pour diminuer un petit peu toutes les situations de douleur qui m'appartiennent à moi? Absolument. En fait, si tu veux, la plupart des thérapeutes aujourd'hui, ils ont énormément de points de friction par rapport à leur métier. Si je te parle, toi, alors surtout en France, même au Maroc, aujourd'hui, je pense que c'est un peu la même chose, si je te parle de ton quotidien de thérapeute, tu vas me dire que sur les 8 heures, imaginons tu fais une journée de 8 heures, est-ce que tu fais 8 heures de soins? Non. Non, dans les 8 heures, forcément, tu as des autres tâches. Ça va être quoi? Ça va être l'administratif, 30%. ça va être de répondre à des messages, 30%, tu vois. Donc ça va être répondre à des messages, répondre à des... Et bien en fait, toutes les tâches frictionnelles qui t'empêchent de faire et de rester dans ta zone de génie, on peut mettre une IA qui peut faire ça. Répondre à des messages, justement, dans une perspective de prise de rendez-vous, l'IA peut le faire. Donc ça, c'est pour te soulager sur la partie administrative. Maintenant, moi, je vois l'IA comme un outil aussi, comme une espèce de compagnon de voyage, un assistant qui peut t'aider à être un meilleur thérapeute. Au lieu justement de te remplacer, elle peut te rendre meilleur. Comment elle va faire ça? Prenons un exemple. Aujourd'hui, je viens te voir, on fait une anamnèse ensemble. Donc, tu me poses plein de questions, etc. Tu me dis, Anis, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu viens? C'est quoi ta problématique? Comment je peux t'aider? Et moi, je vais commencer à parler de plein de choses. Je vais te raconter des éléments. Et en plus, tu sais, les patients peuvent être très bavards au début parce qu'ils ont besoin de ça. Donc, je vais te dire plein de choses. À un moment donné, à la fin de la consultation, tu vas me prescrire quelque chose. Tu vas me prescrire un anxiolytique X ou Y. Tu vas partir de là. Et en fait, à un moment dans la journée, il va y avoir un flash. Je veux dire, mais attends, mais à un moment donné, il m'avait pas dit qu'il avait une contre-indication par rapport à ce médicament, mais je l'ai complètement zappé. Et du coup, comment je pourrais t'aider à ce moment-là? C'est mettre une IA, justement, qui te permette de transcrire tout ton entretien clinique, toute ton anamnèse, de sorte à détecter et n'oublier rien. Donc, quand toi, tu vas être amené à poser ton diagnostic, en fait, l'IA va t'aider, justement, en complétant un peu ta pensée, en te disant, attention, Wadir, à un moment donné, Anis, rappelle-toi, il a parlé de ça. Donc, tu ne peux pas lui prescrire de cet anxiolytique-là. Donc, ça veut dire que l'IA, à ce moment-là, peut t'aider en tant que thérapeute à améliorer, si tu veux, ta perspective de diagnostic. Et c'est sur ça, justement, que j'ai envie de travailler pour vraiment montrer aux thérapeutes qu'aujourd'hui, l'IA peut aussi vous aider. Parce qu'on entend l'IA, tu sais, sur l'informatique, sur le digital, sur le design. Mais en fait, l'IA peut aider tout le monde, vraiment tout le monde. Alors, donc question voilà subsidiaire. Ouais. À 1 million. Deux éléments. Marketing, IA. Au final, la majorité des thérapeutes comme moi, ils vont se demander, mais est-ce que je peux me l'offrir? Ouais, bien sûr. Alors, tu sais, l'IA aujourd'hui, moi, par exemple, qui suis un passionné d'IA, j'utilise une dizaine peut-être d'IA dans mon quotidien pour m'aider dans plein de choses. Ben, en fait, je paye peut-être 150 € par mois pour tout. Alors que si je prenais des employés qui m'aidaient à faire ce que je fais, mais tu prends 2000 € à peu près par employé. Donc là, il me faudrait au moins 4 employés. Prends l'exemple simplement de la personne qui gère mes réseaux sociaux. Celle qui me permet justement de répondre aux messages qui m'écrivent, justement en étant cette espèce de réponse un peu instantanée. Si je mets quelqu'un, un setter ou un community manager qui me fait ça, ben c'est quoi? C'est 1500, 2000 € par mois. C'est 15 000 dirhams par mois. Donc, c'est super cher. Et moi, j'ai une IA que je vais payer 30 € par mois pour me faire ça. Prends, par exemple, je sais pas, imaginons celle qui va m'aider à créer du contenu, celle qui va m'aider à faire des beaux montages et tout. Tu prends quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Alors, bien évidemment, peut-être que sa qualité est 0,1% supérieure, mais il va te prendre combien? Donc, le coût pour l'IA n'est pas si excessif que ça quand tu sais quelle IA est intéressante pour toi. Parce que tu as peut-être des centaines d'IA qui existent aujourd'hui. Donc, à toi, effectivement, de te renseigner, à toi de t'auto-former, si tu veux. Parce que moi, j'ai fait plein de formations autour de l'IA. Mais effectivement, la meilleure des formations, c'est quand j'ai commencé à pratiquer. Et du coup, j'ai touché à tout, en fait. J'ai commencé à vraiment prendre une IA. Je me dis, OK, aujourd'hui, je vais tester cette IA-là. Je la teste. J'essaie d'aller vraiment le plus loin possible parce que je suis très curieux de voir comment ça fonctionne. Et une fois que tu trouves celle qui t'intéresse, crée des projets autour de ça, mets-les quelque part. Et en fait, ça devient une compétence. Et tu sais, moi d'ailleurs, j'ai installé une routine. Tous les lundis, c'est ma routine apprentissage. Et l'objectif, c'est que tous les lundis, obligatoirement, je dois apprendre une compétence en rapport, par exemple, avec une IA. Tu vois, la semaine dernière, par exemple, c'était de créer une IA capable justement d'intégrer des features ou du moins des options un peu avancées dans des sites internet. Okay. C'était ma compétence de ce lundi-là, tu vois. Donc, chacun, entre guillemets, doit s'éduquer si jamais il veut intégrer l'IA, parce qu'on en avait parlé. À un moment donné, on va arriver à un monde, non pas où l'IA va remplacer l'humain, mais l'IA va créer une discrimination entre ceux qui savent maîtriser l'intelligence artificielle et ceux qui ne savent pas la maîtriser. Donc, c'est à nous aujourd'hui de faire le nécessaire pour ne pas avoir cette espèce de crainte de remplacement, mais plutôt de dire en fait comment je peux devenir meilleur dans mon domaine à moi grâce à l'intelligence artificielle.
Au top, merci beaucoup. C'était Anis. beau comme termine, bien. comme fin là. Magnifique. Merci beaucoup à toi, on va Je t'en dire. prie, C'était un vrai merci. plaisir, Merci une de m'avoir continuité. invité, J'espère à très bientôt. Absolument, absolument.